Et bonjour, on vient juste de se connecter et on va vous laisser le temps de nous rejoindre. Bienvenue à l'atelier. On va vous dire qui est encore là aujourd'hui. Un dernier rendez-vous en digital, je l'espère, puisque bientôt on va se retrouver en vrai. On voit que les masques tombent, on recommence à repartir un petit peu dans la vraie vie, on va dire. Et donc, ces ateliers qu'on donne tous les mois avec l'Institut Bergonnier, qui s'appelle Qu'est-ce qui se mijote, ont lieu normalement ici dans cet atelier, mais avec vous. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes encore derrière vos écrans. Comme on vous l'expliquait, on va essayer de continuer quand même à être dans ce rendez-vous digital, puisque on se rend compte que vous êtes assez nombreuses à nous suivre aussi à distance. Vous n'avez pas forcément le temps de venir jusqu'à Bordeaux, et que c'est important de garder le contact. Et on démarre. Hop. J'avais pas mis mes lunettes en fait. Ok. On me dit qu'il y a Christiane qui est déjà connectée. Et vous étiez une vingtaine à vous être voilà, prononcé pour ce petit live. Aujourd'hui, du fait maison. Voilà, vous savez que je me creuse toujours un petit peu la tête pour vous proposer des nouvelles recettes. D'habitude, on est plutôt sur des choses entrées, plats, desserts. Aujourd'hui, on a envie de plein de petites choses faites maison. Donc, de l'ail confit, des citrons confits, du magret séché, du houmous, des petites vinaigrettes, un peu de peps à base de clémentine, mandarine. Voilà, on va partir sur des choses un petit peu comme ça. Et du coup, voilà, on va planter le décor. Donc, on est rue Pelleport à Bordeaux. Je m'appelle Chef Jésus, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Quand vous inscrivez au live, c'est déjà marqué sur l'étiquette. Et on est sur un live donc avec l'Institut Bergonnier, et je rappelle aussi les gens qui financent aussi ces actions, hein, qui sont le groupe Pomona. Pomona, ils sont à Tresse, en fait, c'est un groupe qui s'occupe de la collectivité hôtellerie et restauration, et qui permet de financer ces ateliers. Voilà. Bergonnier où ça bouge dans tous les sens. Le 16, la semaine prochaine, il y a l'inauguration de toute des belles choses qui ont été faites avec un artiste plasticien qui s'appelle Arnaud Théval, qui bosse avec les équipes de l'ERI, l'espace rencontre information, avec Laura Innocenti, et qui ont créé une déambulation artistique qui s'appelle Le chemin de sa personne, et vous verrez qu'il y a des couleurs qui s'installent au cœur de l'Institut Bergonnier, notamment au cœur de l'ERI, qui a été rénové pour l'occasion. Et puis je sais pas si vous voyez, j'arbore un petit lacet bleu. Voilà, on vous parle souvent d'octobre rose. Ben, il y a aussi Mars bleu, qui est tout dépistage, hein, pour les cancers colorectals, et plutôt pour les hommes, les femmes, etc. Et Mars bleu, voilà, on encourage aussi tout ce dépistage. On sait qu'un cancer dépisté à temps, eh bien, c'est souvent du temps de gagner. Voilà. Derrière cette caméra, vous avez Maxence qui est en stage avec moi à l'école hôtelière Vatel. Il y aura Juliette aussi qui prendra le relais de temps en temps. Et puis on retrouve Lisa derrière son écran qui vous bichonne, qui vous chouchoute, qui s'occupe de la modération. C'est quoi la modération? Ben, c'est juste simplement que vous puissiez poser des questions ou avoir des réponses via le biais de Lisa. Donc à vos claviers, si vous avez des questions, Lisa me fait des petits signes de temps en temps. Et moi, je vous réponds quand j'ai les réponses, voilà, mais en général, je touche du bois, je les ai assez souvent. Allez, on va faire un petit tour de piste des différents... On a du monde, c'est bon, Lisa? On est 8 pour l'instant, ouais, ok. Ouais, j'attends toujours que vous soyez prête, mais... Alors, toujours la même question. Est-ce qu'il y en a qui ont fait leurs courses et qui cuisinent avec moi? Ça me permet de donner le rythme. Ou alors est-ce que vous faites comme avec Cyril Lignac, vous êtes dans votre canapé et vous allez regarder cette émission. J'ai fini par dire que c'est une émission et plus un cours de cuisine, pendant les 2 heures que nous allons passer ensemble. Alors, vous pourrez aller et venir ou vous échapper, puisqu'on va faire plein de petits morceaux. On a 5 petites choses à voir ensemble aujourd'hui. Et Maxence, si tu veux bien, on va commencer à se balader au niveau des planches à découper. Alors, plutôt par ici, on va démarrer avec le magret de canard séché. L'idée, c'est de vous montrer comment... faire un magret façon un petit peu gravlax, hein, on parle souvent du saumon gravlax, sel, sucre, baie de genièvre, baie rose. Je passais ce matin au marché des Capucins en plein centre de Bordeaux pour prendre un petit peu de sarriette, un petit peu de thym, un petit peu de romarin. On va le faire minimum 2 heures pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne au bout de 2 heures. En général, c'est plutôt une nuit pour le consommer, on va dire, en mi-cuit.
Et sinon, ce sera 48 heures si vous, après vous voulez faire des magrets séchés. Si vous voulez faire du lomo séché, on sera exactement sur la même recette, le même process, sauf que vu que ce soit du magret, ce sera du lomo. On retourne sur la planche à découper et Maxence va vous montrer ensuite là-bas pour faire le houmous. Le houmous qui est très très bon froid à tartiner et qui sera aussi très très bon tiède. Huile d'olive, pois chiches en boîte déjà cuits. Vous pouvez les cuire aussi si vous voulez. On reviendra sur les principes de cuisson tout à l'heure autour du pois chiche. Piment d'Espelette, puisqu'il fallait du piment, donc on joue local, on s'en va au Pays Basque. Un petit peu de cumin, de la coriandre fraîche ou en poudre, persil en poudre. Ce que vous voyez dans le petit bol, Maxence va s'attarder dessus, c'est ce qu'on appelle le tahin ou le tahiné ou la tahina, ça porte un petit peu plusieurs noms différents. C'est de la pâte de sésame broyée qui va donner ce fameux goût au houmous, un peu de jus de citron et un petit peu d'ail. Et on change de planche, Maxence, si tu veux bien, et on va faire des citrons confits. Tout ce qu'on va faire, vous allez voir aujourd'hui, c'est ultra simple, comme ma cuisine l'est à chaque fois. Du citron, de l'huile de pépins de raisin, des baies sous forme de poivre, de l'anis étoilé, de la cannelle, un petit peu de gros sel et des baies roses. Et tout ça, on va le mettre en bocal et vous allez voir que c'est super joli une fois que c'est en bocal. Citron confit, vous pourrez aussi faire si vous voulez des mandarines confites, des oranges confites, enfin après vous pouvez vous amuser avec ce que vous voulez. Et puis Maxence, on va partir sur la dernière planche là-bas si tu veux bien. Toujours quelque chose de confit, et cette fois-ci on va être sur de l'ail confit. L'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de vous montrer que on est souvent sur des choses qui coûtent très cher à l'achat, et quand c'est industriel, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc là on repart avec de l'ail, des baies roses, du sel. Je vous ai mis quelques petites épices. Vous savez que je travaille avec Sarah Van sur le bassin d'Arcachon depuis pas mal d'années. C'est Florence et Yves Dubus qui sont derrière ces épices. Tapez Sarah Van sur internet, vous allez voir, il y a des points de vente. Il y a aussi, vous pouvez aller les voir à Jean Mestras, petite balade sur le bassin. Et du romarin, du thym, de la sarriette et de la sauge. Et on revient ici. Si vous me donnez le feu vert, les filles, on y va. Hein. Moi, j'attends que ça. Lisa. Il y a Christiane qui regarde tranquillement. Ouais. Et sinon, sa cuisine, non, pour l'instant. Pour l'instant, non. Il y a Ok. Joss qui nous a dit bonjour. Ouais, bonjour Joyce, bienvenue. Et Ok, allez, on démarre. Alors, la première chose que je vais faire, les filles, donc je rappelle en plus, on laisse en permanence sur, quand vous allez sur Facebook et qu'il y a l'événement, vous avez dans les onglets, il y a un onglet qui s'appelle discussion, parce qu'on me pose à chaque fois la question, moi-même j'ai du mal à trouver. Dans l'onglet discussion, c'est là où il y a toutes les recettes. Vous faites des captures d'écran, vous regardez. Si ça vous chagrinait de ne pas avoir les recettes et que vous n'arrivez pas à les imprimer, vous, sur les fiches recettes, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail, envoyez-moi un petit coucou, je vous envoie la fiche en PDF, comme ça vous pouvez la retrouver ou l'imprimer ou la mettre dans un cahier de recettes. De la même façon que, envoyez-moi aussi ce que vous aurez fait. J'adore, j'ai mis mon 06 hein, sur les fiches, pardon, sur les filles. Ça fait un peu drague ce que je fais. Il y a mon 06. Vous pouvez m'envoyer vos photos. J'aime bien voir ce que vous avez fait après en dressage ou en plat. Voilà. Puis en général, vous savez que je rechigne pas à vous répondre. Donc il y a les fiches techniques et ensuite ce live, on appuie sur le petit bouton enregistrement au bout des 2 heures. Et on le laisse aussi en live dans le Facebook et ça passe sur la chaîne YouTube aussi de l'Institut Bergonié. Donc n'hésitez pas à les revoir quand vous avez envie de revoir une série de recettes. Alors, première chose que je vais faire. Ici, j'ai du jus de clémentine. On va faire une vinaigrette à base de jus réduit. Et très important, le jus réduit, il y en a à peu près pour 20 minutes. Donc je vais le mettre à réduire de suite. Donc vous allez voir, ça c'est rien de compliqué. J'ai bien secoué mon jus de mandarine. Alors vous m'entendrez dire mandarine ou clémentine, hein, je me plante à chaque fois. Un jus ou l'autre, voilà. Ou ça peut être aussi du jus d'orange sans aucun problème. Je vais plus vous conseiller d'avoir un jus du commerce, on va dire, ou un jus frais. Le jus que vous faites vous-même, alors mandarine et clémentine, il en faut un paquet pour faire du jus. Ce que je reproche à ces jus-là, c'est que ils ont de la pulpe à l'intérieur. Et que réduire un jus qui a de la pulpe, c'est un petit peu plus compliqué.
ça donne pas la même chose sirupeuse. Donc si vous faites des jus maison, passez-les à travers une passoire, filtrez-les, sinon achetez des jus déjà tout prêts. Je mets mon feu en route et ça on va le laisser réduire et de temps en temps on va venir voir, je vais vous montrer comment ça réduit, puisque l'idée c'est qu'il nous reste vraiment juste un tout petit fond de... Ça va faire comme un sirop en fait, hein, les sucres vont se concentrer. Et on démarre sur notre magret. Alors, très important les filles, dès qu'on démarre, donc là j'ai pris un magret frais. Moi je vais chez Campé, au Capucin, Alain Campé et sa femme, ça fait des années qu'ils sont là. On va faire un petit nettoyage de surface ici. Alors, Maxence, tu vas vraiment t'approcher pour qu'on puisse voir. Hein. On part pas ni de droite ni de gauche. L'idée les filles, c'est que je veux enlever cette partie-là. Pour faire simple, on va passer au milieu et on va partir vers la droite. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Ici, j'enlève cette partie-là. Ce qui fait qu'après, je vais pouvoir partir dans ce sens-là. Vous voyez, vous avez forcément un petit point qui vous sert à attraper. Je vais reprendre ici la même chose. Si je pars d'ici et que je veux enlever cette partie grasse ici, je ne vais pas partir ni de la droite ni de la gauche. Je vais partir par le centre pour sortir vers la droite. Et ensuite, ça me permet d'attraper ça et de pouvoir terminer. Voilà. Avec un couteau qui passe bien, il n'y a aucun souci. Vous voyez, ce que je veux, c'est nettoyer un petit peu toutes ces parties-là qui m'embêtent. Donc là, pareil, vous passez au milieu, on ressort sur la droite et on va partir ici. Puisque, en fait, ici, ça, c'est la tâche où il y avait simplement c'est une partie de la cuisse, hein, le magret. Donc c'est là où il y avait la tâche, où il y avait l'os. Ne soyez pas étonnés de ne pas trouver, hein, moi ce matin j'en ai fait les frais, de ne pas trouver de magret en grande surface. On va avoir à nouveau ici un petit épisode de grippe aviaire, donc malheureusement on est en train d'éliminer des cheptels, parce que pour pas que la grippe aviaire se disperse. Et donc moi je l'ai constaté par exemple dans la grande surface où je vais le matin. Effectivement, le rayon de canard était, hormis le magret séché, donc ça tombe bien, on va en faire aujourd'hui, mais le magret frais était complètement vide, et donc apparemment, j'ai demandé au responsable, ça va durer un petit moment. Donc une fois que votre magret ici est propre, on va enlever la peau. La peau, ça s'enlève tout seul, regardez, juste en tirant ici, mais la seule condition pour pouvoir faire ça, c'est qu'il faut que votre magret soit ultra froid. J'ai pas dit frais, hein. Frais il l'est parce qu'évidemment, sinon on est hors des dates limites d'utilisation. Mais froid parce que s'il a un petit peu trop réchauffé à température ambiante, vous n'arriverez pas à séparer la peau. Pourquoi? Parce que le gras aura un petit peu ramolli. Alors, de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir, de temps en temps, ça s'enlève tout seul, et de temps en temps, il y a une petite résistance. Voilà. Des fois, il y a quelques petites accroches avec la viande. Et sinon, on continue de tirer. Et ça, vous allez voir, vous l'enlevez sans aucun problème. Alors, je vais vous expliquer l'intérêt aussi d'enlever cette partie de gras. Parce qu'en fait, rien ne se perd, vous allez voir. C'est assez amusant. On continue le nettoyage de notre magret. En enlevant, bien évidemment, toutes les parties qui ne sont pas parties avec la peau. Voilà, vous allez voir qu'on a un truc bien propre. Parce que l'idée, après, c'est que ça, on va en faire des tranches hein, une fois que ce sera confit. Ici, et puis là, on avait encore un dernier petit truc. Eh bien, on y va. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Ou du coup, vous avez suivi, j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible. Lisa va vous relancer aussi hein, sur les questions que je vous pose. Voilà ce que je vais obtenir. Voilà. On voit bien, Maxence, ici. Quelque chose dans lequel il n'y a plus les petites membranes. Et on a ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vous montre avant qu'on commence, si vous voulez utiliser le magret comme ça pour faire par exemple des tartares ou des petites brochettes, je vais le faire maintenant parce qu'après on va le confire donc je ne pourrai plus le faire. Je vous montre juste au bout comme ça ne va pas abîmer. Ici, vous découpez votre magret dans ce sens-là, tranche par tranche. Là, je vais m'arrêter là parce que du coup j'ai besoin de le confire donc je le garde en entier. Voilà. Et ces tranches-là, vous allez, que vous vouliez faire un tartare ou une petite brochette, regardez bien, hein, j'appuie vraiment très doucement. Vous voyez comment je suis en train d'attendrir les fibres de mon magret. Et je vais simplement, voilà, j'ai une tranche de magret en fait qui a doublé de volume. Pourquoi je fais ça?
Si vous voulez faire un tartare, vous coupez dans la longueur et ensuite en petits carrés, et vous le mélangez avec des pruneaux, des tomates séchées, des petits fruits secs, un peu de vinaigre, vous faites un tartare. D'ailleurs, si la recette vous branche, dites-le à Lisa, on fera ça dans un prochain cours. Et sinon, on prend un petit piquant bambou et on va passer ça au travers. Et ça se jette sur une poêle, une plancha, un petit barbecue. Ça cuit en 2 secondes et ça vous fait des petites sucettes comme ça à déguster à l'apéro. C'est hyper tendre parce que comme vous avez tiré sur les fibres, et bien du coup ça se mange tout seul. Et imaginez, là j'ai juste sorti une tranche, mais imaginez ce que vous pouvez sortir d'un magret, c'est assez impressionnant. Vous allez pouvoir faire avec ça une 40aine de petites sucettes comme ça. Donc pensez-y pour les apéros, c'est hyper pratique et c'est aussi hyper économique. Ça on le fait mariner dans du vinaigre, dans du curry, dans ce que vous voulez, avant de le passer sur le feu. Voilà. Et si vous voulez le faire en tartare, donc maintenant je vais finir de le découper. On le découpe. Maxence est en train de se rapprocher de la viande, voilà, pour bien vous montrer. On le découpe de cette façon-là. Et là, on a des petits carrés qui vont nous servir à faire notre tartare de canard. Voilà. Je vous montre maintenant pour le gras. Ça se jette pas. Hein. Vous allez soit le faire fondre dans une poêle et récupérer la graisse. Et sinon, les anciens faisaient un truc qui était beaucoup plus simple, qui était tout simplement de découper votre, vous allez voir, vous découpez vos carrés, on découpe le gras, on en fait des cubes, et soit vous aviez un vieux pot en terre, ou un pot tout simplement, un pot en verre, dans lequel vous mettez du gros sel, comme j'ai ici, et vous mettez votre gros sel et votre gras dedans, du coup le gras va confire un petit peu avec le sel, il va se conserver. Et quand vous avez besoin de cuisiner, vous attrapez ces petits bouts de gras qui sont déjà entourés de sel et vous balancez ça dans les poêles. Donc du coup, l'avantage, c'est que vous avez et le gras et le sel. Et on est en train de nous dire que là, tout augmente à nouveau et compagnie. Bien, du coup, plutôt que de jeter du gras qui va vous permettre de cuisiner et qui est ultra sain, vous pouvez. Si par contre, les filles, vous gardez ça au réfrigérateur, soyez pas étonnés qu'au bout de 3-4 jours, votre gras est moisi. Hein, c'est pas parce que c'est du gras que ça moisit pas, parce que c'est du gras frais. Donc soit on le fait fondre, soit on le met dans le sel. Et si vous voulez pas le mettre dans le sel, vous le mettez au congélateur, ça se congèle très bien, et ça se sort du congélateur pour se balancer dans une poêle au moment où il y a besoin. Voilà. Alors moi je vais pas l'utiliser aujourd'hui, donc regardez, on va le mettre là, et je m'en servirai un petit peu plus tard pour le mettre dans le sel. Voilà. Alors, on en a fini pour la préparation du magret. Maxence va vous montrer un petit peu les éléments qu'on va utiliser, le temps que je me savonne rapidement les mains. Voilà, je suis à nouveau à vous. Alors, la planche à découper, on n'en a plus besoin, c'était pour faire tout simplement la préparation de notre magret. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est préparer une préparation de sel et de sucre, et vous allez voir qu'on retrouve bizarrement la recette du saumon gravlax, hein, qui est du sel, du sucre, des baies de genièvre. Il y a juste que dans le saumon, on va mettre aussi du gin ou de l'aquavit. Enfin, il y a vraiment plein de recettes. Alors là encore, défendez-vous quand on vous attaque sur vos recettes. Les gens se targuent toujours de détenir la vraie recette. Moi, je mets balle au centre. Hein. Il y a pas de vraie recette. On a plein de recettes qu'on se véhicule. Mais effectivement, quand il y a une recette d'origine, comme la blanquette ou le bourguignon, il y a toujours une recette de base. Alors, celle-là, vous allez voir, elle est ultra compliquée. On commence avec du sel. Et on met du sel dans le pot. Voilà. Là, j'ai pris à peu près 400 grammes de gros sel. Ce sel, on va l'arroser d'un petit peu de sucre. Donc, on a pris du sucre brun. Si vous voulez savoir quelle est la bonne taille du sucre, c'est simplement, on le voit bien Maxence, c'est juste arroser le dessus avec du sucre en fait. Voilà, juste que le dessus soit saupoudré de sucre. Voilà, pour l'instant on fait rien d'autre. On utilise des baies roses, et ce que je vous donne encore ici, c'est un exemple, hein, vous pourrez aussi faire d'autres choses. Les baies roses, les filles, vous allez bien les passer entre vos mains pour les exploser. Voilà, on le voit bien, ça sent hyper bon sur les mains. Et si vous les explosez pas, elles vont pas libérer leur arôme. De la même façon, on va utiliser des petites baies de genièvre. Et Maxence va vous montrer, voilà, vous voyez comment je fais avec les baies de genièvre. Je vais vraiment les exploser complètement.
Voilà. Vous pouvez faire ça avec un couteau si vous voulez, mais sinon on fait ça du bout des doigts. Voilà, je vais en mettre 5 ou 6. Alors moi c'est mon mélange à moi que j'ai l'habitude de faire, mais après, si vous voulez mettre d'autres baies ou du poivre concassé, vous pouvez. Même si je vais vous montrer après, le poivre on va l'utiliser pour plus tard dans la recette. Voilà. Donc ici on a les baies de genièvre, on a mis tous les éléments, et je vais rajouter les petites herbes. Donc quand c'est du thym ou de la sarriette, on va plutôt pouvoir égrener les feuilles. Alors quand on veut enlever les feuilles, c'est pas du bas de la tige vers l'extérieur, c'est plutôt de l'extérieur vers le bas de la tige pour pouvoir rattraper toutes les petites feuilles. Donc ça sent super bon. Voilà. Et puis la tige, ça peut se laisser dedans sans aucun souci. Alors qu'on va les utiliser pour autre chose aussi, tout à l'heure. Et là, un petit peu de romarin. Voilà. Donc vous tirez dessus, voilà. Alors, quand vous en êtes arrivé là, on va mélanger cette préparation. Et Maxence, il en a profité pour aller vous montrer ce qui se passait dans la casserole. Mais c'est super, Maxence, t'as raison. On va voir que de temps en temps, on donne un petit coup de... Voilà, on tourne un petit peu cette préparation. Et là, souvenez-vous, on a mis en route tout à l'heure notre jus de clémentine qui est en train de réduire tout doucement. Il y a encore du boulot. Voilà. On revient sur ce petit mélange, qui est joli comme tout. En plus, ça fait des jolies couleurs. Et là, vous allez mélanger toute votre préparation. Alors sur du saumon, les filles, on évitera peut-être le romarin. On pourrait peut-être partir sur de la sauge, sur de la sarriette. C'est vrai que le romarin et le saumon, ça fait pas forcément bon ménage. Une fois que vous avez cette préparation, moi j'ai choisi ça, mais vous pouvez utiliser une boîte hermétique avec un couvercle, ça marche très bien. On va dégager une partie de la préparation. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous prenez, on va faire comme ça va être plus simple. Vous prenez votre préparation. Vous en enlevez la moitié. Voilà, en gros. Voilà, on est bon. Parce que l'idée, c'est d'avoir du sel un peu partout. Donc celui-là, on vient bien le mettre à plat. Ensuite, on récupère le magret qu'on va venir déposer dans la préparation pour qu'il soit en contact avec le sel sur le dessous. Et ensuite, alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remettre du thym ici par-dessus, parce que ça fait joli, ça va parfumer directement en contact. Et ensuite, on vient mettre du sel par-dessus. Ça va partir au réfrigérateur. Alors, minimum 3-4 heures pour avoir ce qu'on appelle plutôt un magret, on va dire, gravlax, mais mi-cuit. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, c'est vrai que quand c'est passé 3-4 heures au sel, ça vient déjà un petit peu cuire le dessus de la peau, ça lui donne déjà un goût différent, c'est-à-dire qu'on passe plus vers la charcuterie que le tartare, que quelque chose de cru, mais ça reste encore assez suave et pas trop sec à mon goût. Voilà, on n'est pas dans des tranches de magret séché telles que vous les achetez dans le commerce. Ça marche très bien, et avec le saumon, je fais pareil. Le saumon, pour tout vous dire, je le laisse 2 heures, et je peux le consommer déjà tel quel à l'apéritif avec une petite crème fouettée. Si ensuite vous voulez partir sur du magret séché plutôt de conservation, on part pour 24 heures, et là, on le lave après, je vais vous expliquer, on le découpe et on le déguste. Et si après on veut partir vraiment sur du magret séché, vous avez souvent cette recette, on est plutôt sur 48 heures de frigo. Alors là, soyez pas étonnés, votre bac sera rempli d'eau quand vous le sortirez du réfrigérateur. Pourquoi? Parce que tout le sel aura aspiré l'eau à l'intérieur du magret. On sera sur ce qu'on appelle une viande séchée, donc qui pourra partir à la conservation et en dehors du frigo. Et ensuite, une fois que vous l'aurez lavé à froid, bien séché, vous le mettez dans du piment d'Espelette, dans du poivre mignonnette, on le met dans un petit bac, et on le laisse dans le poivre. Et en général, vous savez, on fait un petit trou dedans avec une aiguille, on y passe une corde, et après on va les mettre à suspendre. Alors en général, on met ça sur une grille dans le bas du frigo, ou dans un autre frigo si on a un coin... voilà. Et après, ça peut passer à la carte sans aucun problème. Donc regardez, je recouvre bien la totalité de mon magret. Là, je vous montre qu'on n'a pas besoin de trop de sel, donc pensez bien à vous débarrasser d'une partie du sel qui vous gênait. Voilà, il n'y a pas besoin de recouvrir de 15 cm. L'idée, c'est juste qu'il ait disparu sur le sel.
Voilà, là, il n'y a rien à faire, ça va partir au réfrigérateur, pas forcément besoin de le filmer. Et alors, avec le magret, on ne le fait pas, mais ce qui est très rigolo avec le saumon, c'est d'aller mettre des petites tranches de betterave sur le saumon avant de mettre le sel, et du coup la betterave va venir teinter le saumon en rose, et ça donne des résultats assez sympas. Je vais donner ça à Juliette qui va en profiter pour faire une petite photo, et elle va nous mettre ça au réfrigérateur. Des questions ou vous me dites via Lisa, et sinon on continue et on va passer au citron confit. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais il y a Christiane qui dit qu'elle ne mettrait pas de sucre. Est-ce que vous avez une alternative par rapport au sucre, ouais. Alors, c'est rigolo la question que vous posez, Christiane. L'alternative. Il y a des fois des choses qu'on peut pas remplacer. La recette d'origine, elle est faite avec du sucre parce que le sucre, il amène aussi une certaine cuisson et un certain goût. Je serais tenté de vous dire maintenant que si vous enlevez le sucre et que vous faites que au sel avec les aromates, je vois pas en quoi ça peut poser de problème parce que ça va pas modifier la recette. Néanmoins, ce petit pet de sucre brun que je rajoute, je l'ai fait dans la recette sans sucre, il y a un petit truc qui manque, voilà. À mon goût, à moi. Après, si vous la faites à des gens qui n'ont jamais goûté, ils vont pas forcément goûter. Par contre, remplacer le sucre par autre chose de sucré, le souci que je vais avoir dans les alternatives au sucre, c'est qu'on va être sur du miel, du sirop d'agave, de la mélisse, du sirop d'érable, et que ça c'est liquide. Donc ça va me poser quelques problèmes. Maintenant, osons, pourquoi pas badigeonner un petit peu de miel sur la viande directement avant de mettre le sel, qui fait qu'on aura quand même du sucre, ou un petit peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave. On peut tester. Et maintenant, je serais tenté de vous dire si vous, pour pas mettre de sucre, vous avez des solutions qui sont stevia ou autres édulcorants. Essayez, je garantis rien. J'avoue que c'est un secteur que je connais très peu, donc voilà. Je vous retourne la question, Christiane. Qu'est-ce qui vous embêtait dans le sucre? Est-ce que c'est parce que vous n'en consommez pas ou est-ce que c'était le goût qui vous dérangeait? Comme ça me permet d'affiner ma réponse aussi. Mais sinon, on l'enlève. Du coup, voilà. Parce que c'est vrai que la question des alternatives, on nous pose souvent des questions par rapport aux allergies ou des choses qu'on n'aime pas. Par quoi on peut remplacer? L'autre jour, j'avais même une question, surtout que j'avais fait une salade de pois chiches, coriandre et œufs, et on me dit par quoi je peux remplacer quand j'aime pas les pois chiches, la coriandre ou les œufs. Alors, dans ma réponse, je serais tenté d'être un petit peu grivois ou cavalier. Je fais des réponses très correctes, mais non, si vous n'aimez pas les pois chiches, les œufs et la coriandre et que c'est que je choisis pour ma recette, je peux pas remplacer. Dans ce cas-là, on fait une autre recette, on fait des yaourts au curry avec des carottes râpées, voilà. Mais je peux pas remplacer toutes les choses. Donc pourquoi le sucre vous pose problème? J'aimerais bien le savoir, Christiane. Mais en tout cas, ce que je peux vous répondre, c'est que il fait partie de la recette d'origine. Quand on fait du saumon gravlax aussi, c'est pareil. Il y a du sel, il y a du sucre en petite quantité, parce que le sucre déshydraté, il amène une cuisson aussi et une patine un petit peu différente. Bon, en tout cas, l'explication que moi je peux vous donner. On part sur les citrons confits si vous voulez bien. Et Christiane, la conversation reste ouverte pour qu'on puisse échanger. Elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit du coup elle allait essayer avec le sucre. Et ouais. C'est qu'en fait elle ne savait pas qu'il fallait en mettre. Ah oui, non, c'est ça. Donc c'est pas que ça vous dérange. Non, c'est vraiment dans la recette. Alors tapez saumon gravlax, ça s'écrit Gravelax ou gravadlax ou gravalax. Enfin, il y a plein d'étymologies. On est plutôt Suède, Danemark, Norvège. Et dans cette recette-là, il y a toujours un petit peu de sucre. Nos citrons, alors ici on va un petit peu tricher puisque du coup on va pas garder tout le process de la nuit, mais ça marche très bien aussi. J'ai souvent fait des citrons confits comme ça et c'est pas nécessaire. Mais dans la vraie recette d'origine, on va d'abord partir vers un passage au sel. Alors regardez, rien de compliqué. Pour un passage au sel, on prend nos citrons qu'on va couper. Je vais changer de couteau et je vais vous expliquer pourquoi, parce que même moi j'allais faire une bêtise. Quand vous coupez des choses acides, on n'utilise jamais de couteau à fil. Pourquoi? Parce que l'acidité du produit
vient abîmer les fils des couteaux. Donc quand on découpe des choses acides, on découpe toujours avec un couteau à dents. Et en plus, ça donne des meilleurs résultats. Alors je vais prendre une autre petite planche pour être tranquille pendant tout le cours. Voilà, ça va me permettre après d'enlever ma petite planche et de garder l'autre en dessous. Et là, en fait, vous prenez vos citrons, que vous coupez tout simplement en quartiers. Et si ça vous chagrine, pour faire des choses un peu plus petites, vous les coupez en 3. Et là, rien de compliqué, vos citrons, vous les mettez. Il y en a qui étaient un petit peu abîmés. Les citrons, on va les mettre directement là. Donc celui-là, je le coupe en 3 ou en 4. Enfin, coupez pas trop petit parce que le citron confit, il faut quand même qu'il garde une taille à peu près correcte. Allez, j'en fais un autre. Ici. Là. Regardez vos citrons, d'où ils viennent. En général, vous avez beaucoup de produits qui viennent d'Espagne. Quand vous achetez des choses qui viennent d'Espagne, essayez de regarder si c'est ce qu'on appelle les mers de plastique en Andalousie, hein, tout ce qui est sous serre, pour plein de conditions, hein, mais aussi par rapport aux conditions de travail des gens qui travaillent là-dedans. Et sinon, il y a les citrons de Valence, Séville, enfin, il y a des jolies choses. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, on va les passer au sel. Et théoriquement, voilà, Maxence, tu vas me passer le sel. Donc ça, c'est la quantité de sel que je vais utiliser pour les citrons. Et en général, on doit les laisser au sel à peu près, oui, j'utilise même pas tout, on doit les laisser au sel à peu près toute une nuit. Voilà. Donc vous les mettez au sel ici. Alors il y a deux solutions. Il y en a qui font directement dans le saladier. Donc vous mettez un petit torchon sur le dessus. Qu'est-ce qui va se passer en les mettant au sel? C'est que simplement ces citrons, on va commencer déjà à leur enlever une partie du jus. On va déjà commencer à les confire, on va dire, au sel. J'ai vu des recettes où on vous demande de mettre les citrons et le sel dans un tamis. Donc on va prendre plutôt quelque chose qui aurait cette taille-là. On les met dans le tamis et on va mettre le tamis comme ça au-dessus de son saladier avec les citrons et le sel dedans, ce qui fait que le jus va s'écouler dessous et ne sera pas en contact. En général, moi je m'embête pas, je garde cette méthode-là, du coup, au sel. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'ils ont passé toute une nuit au sel? On prend juste, pas forcément besoin de les laver, vous venez juste les débarrasser grossièrement de leur sel, sinon on met aussi du sel dans la préparation, et on va venir directement les mettre dans une casserole. Voilà. Alors c'est ce que je vais faire ici, vous voyez, imaginons qu'ils ont passé toute la nuit au sel, on les récupère, et sinon je vous dis, vous pouvez faire directement sans les passer au sel, ça marche aussi très très bien. Sachant que ça se conserve pendant des mois et des mois dans un bocal. Comme là, il confie, ça bouge pas. Voilà, vous voyez qu'il reste du sel dessus et ça n'a aucune importance. Est-ce qu'on a des questions, Lisa? Donc je passe à la suite des... J'ai une question par rapport au sucre encore sur le magret. Ouais. On demande si on peut mettre du sucre roux ou c'est brun, blanc. Oui, alors sucre roux et sucre brun, c'est la même chose. C'est des sucres non raffinés. Et après, faites-vous plaisir avec tous les sucres que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre du sucre blanc, on peut. Je trouve que moi, il y a un peu moins de goût. Mais sucre brun, sucre cassonade, sucre roux, en général, c'est la même famille. On le disait dans un précédent live, méfiez-vous, on a constaté sur certains paquets qu'on avait du sucre blanc coloré au caramel, donc faites attention. Donc ça, vous pouvez le savoir tout de suite, hein. Vous mettez votre sucre brun dans un verre d'eau, vous tournez et vous regardez si l'eau devient couleur caramel et au fond vous avez du sucre blanc, c'est qu'en fait c'était du sucre coloré. Je sais pas pourquoi les industriels font ça. Est-ce que c'est pour gagner de l'argent, pour nous endormir, nous faire croire qu'on boit pas? Ça a aucun sens. Ça, et après, si vous avez l'habitude d'aller en épicerie bio, prenez des sucres qui sont un peu mélissés, un peu réglissés. Il y a le muscovado et le rapadura, qui sont deux sucres bio non raffinés, qui peuvent très bien convenir dans cette recette-là. La vergeoise aussi peut convenir si vous êtes fan de vergeoise, par exemple, sucre plutôt dans le nord. On les met aussi dans la préparation, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe, et on mélange avec le sel. Voilà. Donc nos citrons confits sont prêts ici.
Et on va y rajouter différents éléments. Juliette ou Maxence, vous allez tout m'approcher là. Donc après, vous allez avoir le choix avec plein de choses différentes. Moi, j'y mets des baies roses à nouveau parce que je trouve que jaune et rouge, c'est plutôt chouette. Vous allez voir, ça fait, en plus dans le bocal, après, ça fait une super couleur. On va les mettre dans le bocal, hein, parce que ça confie une demi-heure et c'est prêt. J'y mets de la cannelle, vous voyez, là on a de la... Alors, la cannelle, vous l'avez souvent en bâton, là c'est juste que c'est des bâtons qui sont défaits. Voilà, petit bâton de cannelle. Si vous n'avez pas en bâton, vous mettez en poudre. Là, j'ai pris de l'anis étoilé. Donc ça, on n'en met pas beaucoup, on met 2 petits... Ça, c'est de la badiane, hein, ce qu'on appelle l'anis étoilé. Voilà. On va y mettre des baies de poivre. Donc là, j'ai un mélange de poivre vert, poivre blanc, poivre noir. Voilà. Et en général, on y met aussi un petit peu de sel. Alors là, j'avais déjà du sel sur mes citrons, donc je vais guère en mettre plus. Voilà. Les choses que vous mettez quand vous faites confire doivent être plutôt des choses déshydratées. On va le voir tout à l'heure avec l'ail confit. Quand on met du persil, des choses qui sont pas, qui ont de l'eau, comme on les fait cuire dans l'huile, des fois ça risque d'exploser. Donc la première chose que vous devez mettre dans votre casserole, c'est le produit. Vous vous souvenez, la dernière fois on a fait une émission où il y avait des œufs. Je vous ai demandé ce qu'il fallait mettre en premier dans la casserole. Ben oui, c'est des œufs, c'est pas l'eau. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tous nos éléments, rien de très compliqué, notre huile qui va venir, voilà, pile poil, quasiment à ras-bord. Pensez à tourner, regardez comme les bouteilles de vin, hein, si vous voulez pas mettre de l'huile partout, hop, on tourne, et la petite goutte elle reste à l'intérieur. Et ça on va le porter à frémissement, donc j'ai pas dit à ébullition, hein, c'est vraiment à frémissement. Et une fois que ça va frémir, on va le laisser frémir pendant à peu près une demi-heure. Ce qui va pas être le cas pour l'ail, hein, l'ail on va être beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que ça a cuit une demi-heure, et que c'est chaud, en général ce qu'on fait, c'est ce qui peut être très joli, c'est de venir le remettre dans un bocal comme ça. L'huile de friture qui a servi, donc vous verrez qu'il sent pas la friture, hein, c'est pas une huile qu'on a montée aussi fort qu'une friture de frites ou de chips. On va la remettre dedans, puisque c'est l'huile qui va conserver. Et ensuite, à quoi ça va vous servir? Parce que je vous entends déjà, Chef Jésus, il est sympa, on fait des citrons confits, mais à quoi ça sert? Bien, déjà c'est joli, sur une étagère, vous laissez le petit bocal au-dessus. Là, j'ai pas on peut reclipser, mais ça peut être aussi dans un bocal à confiture, hein, n'importe quel bocal hermétique. Vous remettez des petits bâtons de cannelle, vous mettez des baies roses, ouais, ça va faire joli comme tout. À chaque fois que vous voulez faire un tagine de poulet, vous avez une petite cuisse de poulet, une escalope, vous prenez un petit morceau de citron confit, vous le coupez, vous le mettez dedans. Si vous faites des salades froides, des taboulés, vous prenez un petit morceau de citron confit, pareil, vous le hachez menu, vous pouvez le mettre dans une vinaigrette. De la même façon, l'huile qui a servi à la cuisson va avoir un goût de citron très prononcé, avec aussi des baies roses, la cannelle et tout ce qu'il y a dedans. Donc cette huile-là, gardez-la pour faire soit des bases de cuisson, soit des vinaigrettes, soit pour venir parfumer, ou des marinades, un poisson mariné, un tartare. Servez-vous de cette huile de citron. Et là encore, regardez ce que coûte de l'huile aromatisée au citron en boutique ou en épicerie fine, et vous verrez que vous allez faire des économies. Donc voilà pour le citron confit. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, j'essaie d'équilibrer, on est à peu près ensemble pendant 2 heures. Et les filles, je vous demande à nouveau quelles sont les recettes. Vous savez, à chaque fois, je vous pose des petites questions, je vous interroge sur ce que vous avez envie de faire. Dites à Lisa, qui est derrière l'écran et qui récolte vos impressions, qu'est-ce que vous auriez envie de cuisiner. La dernière fois, il y avait la paella qui était sortie, du coup, on avait fait une paella. Mais regardons. Elisa me dit qu'il y a des questions. Je vous écoute. J'ai plusieurs questions. Allez. Nathalie qui demande toujours par rapport au sucre, est-ce qu'on peut mettre du sucre de coco? Alors, le sucre de coco, c'est pareil, c'est quelque chose que je maîtrise pas forcément, mais que je connais. Ce qui va m'embêter avec le magret, c'est que... alors, moi, j'ai pas utilisé du sucre de coco, mais j'ai utilisé de l'huile de coco. Et avant qu'il y ait l'huile dénaturée, et l'huile de coco, bah, je suis désolé, elle avait quand même un méchant goût de noix de coco. Donc si effectivement votre sucre de coco, je sais pas si ça existe pareil comme l'huile, et est-ce que ça existe du sucre de coco dénaturé, c'est-à-dire qu'il n'a pas le parfum de la noix de coco, parce que ça je peux vous donner à coup sûr que parfum de noix de coco sur le magret, avec le sel,
ça va pas le faire, hein. À mon avis, ça va être plutôt beurre que bien. Donc si je vous retourne la question, si vous en utilisez, est-ce qu'il y a du sucre de coco dénaturé? Et auquel cas oui, puisque du coup ce qu'on veut c'est avoir un petit pouvoir sucrant. Pourquoi pas, il n'y aura pas de problème. Une autre question? Une autre question par rapport J'ai moitié répondu, désolé. Par rapport à la recette de citron confit, est-ce Ouais. qu'on peut utiliser des citrons verts? Citron vert, j'ai jamais essayé. À ma connaissance, j'ai rarement vu de recettes de citron confit vert. J'ai vu des citrons confits bergamote. Quand vous mangez, vous buvez du thé à la bergamote, hein, c'est ce petit goût-là. Les mains de Bouddha, les citrons de calamansi, je sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est toutes sortes de citrons. Le citron vert qui se rapproche un peu plus du pamplemousse par son acidité. Je suis pas sûr qu'on peut le confire. Et au niveau du goût, je suis pas sûr qu'il ait un intérêt propre. Regardez, vous allez retrouver du citron. Là c'est du citron confit à l'huile. Mais vous retrouvez aussi des citrons qui sont dans la saumure, hein, dans une saumure de sel. Donc qui eux sont pas huileux, mais qui c'est pareil, c'est des citrons qui se gardent au réfrigérateur après une fois que c'est ouvert et qui servent dans les tagines. Et c'est vrai que le citron vert, on le trouve rarement sous cette forme-là. Et après, je serais tenté de vous dire, faites un essai et vous nous en faites part. Mais à mon sens, je crois pas que le citron vert puisse partir en mode confit de cette façon-là. Autrement, j'ai des petites remarques. Ouais, les remarques sont les bienvenues aussi. Qui nous dit qu'avec des côtes de porc, c'est délicieux. Je suppose qu'elle parle de lui. Donc citron confit, côte de porc, ouais. Bah du coup, on va rajouter en plus avec confit, vous allez voir, ça va être encore meilleur. Et sinon, on a Christiane qui nous dit que le sucre Gardel Joss, il me semble que c'est un sucre coloré qui est excellent. Le sucre Gardel Joss. Ah, Gardel Joss. Bah, je vais le noter sur un petit bout de papier, j'irai voir sur internet. Je ne connais pas. Elle le trouve où, Christiane, du coup? On va lui demander où est-ce qu'elle le trouve, son sucre. Voilà. Les filles, on retourne un petit peu, regardez dans la casserole, Maxence va vous montrer, ça commence juste à frémir gentiment. Il y a, il y a pas besoin de remuer, hein, il faut juste que tous les citrons soient dans l'huile. Et là, après, ce qu'on veut, c'est vraiment un frémissement tout doux. D'accord? Et puis à côté, on a notre mandarine, notre clémentine, hein, je m'applique, jus de clémentine, qui est en train de réduire. Voilà, gentiment mais sûrement. On en est déjà à peu près à la moitié, hein. Tout à l'heure, quand on a démarré, on était beaucoup plus fort. Voilà. Ici, évidemment, dès que ça va commencer à frémir comme là, je vais mettre la minuterie. Et on est parti pour une demi-heure, ici. À peu près, hein, c'est ce qu'il faut. Voilà, 30 minutes. Ici, je suis parti sur cannelle et badiane. Mais si vous voulez faire des citrons confits avec tout ce qui est romarin, sarriette, thym, vous pouvez, ça se marie très bien avec les citrons aussi, sans aucun problème. Même par exemple, le citron confit à la sauge peut vous donner un goût exceptionnel. Et puis, la tige de sauge, vous la remettez dans le pot et vous allez voir que c'est assez sympa. Donc, on a fait nos citrons confits et on a notre magret séché qui est parti au réfrigérateur. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur l'ail confit. Donc, on va rapprocher un petit peu Juliette, tu vas nous rapprocher un petit peu les choses de là-bas. Et puis, donc, je vous rappelle qu'on est à l'atelier, on est rue Pelleport. On a je fais un petit peu d'actualité sur les choses qui vont se passer là dans les semaines à venir. Le 23, si ça vous intéresse, je suis à la Cité du Vin. On a un cycle qui s'appelle le Ciné Gourmand. Vous venez voir un film qui s'appelle Des recettes du bonheur, sur une histoire d'un chef indien qui arrive en France et qui découvre le monde des étoiles dans un village du sud de la France. Le Ciné Gourmand, si vous savez pas, c'est vous arrivez à la Cité du Vin pour 19h. Vous regardez le film et après on se retrouve dans les salons à la sortie du cinéma. Et moi je vous ai signé une petite carte en amuse-bouche, 2 plats, 2 entrées, 2 petits desserts sous forme de mini tapas et il y a une dégustation autour de 4,20. Voilà, ça coûte à peu près je crois 39 € et des brouettes. La séance de cinéma et
le petit repas Accord Mets et Vins. Et moi, je suis avec vous toute la soirée. Il y a même des musiciens qui viennent taper le bœuf. Enfin, on vient tous réinterpréter le film. Ça, c'est le 23 mars. Vous regardez sur la Cité du Vin. Et puis, on est en train de nous préparer d'autres Accords Mets et Vins dans les châteaux. On sera à nouveau au mois de mai à Château-Thieuley à Créon pour un repas Accords Mets et Vins, mais je vous en dirai un petit peu plus. Et puis d'autres petites choses qui viendront. Et si vous voulez continuer de suivre mes actualités, il y a un site tout simplement qui est chef-jésus.fr. Vous avez toutes les infos dessus. Et ce site va changer là d'ici une petite semaine. Il y a le nouveau de son petit frère qui arrive, qui va remplacer le site existant. Allez voir et dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce qu'à chaque fois on change notre site internet tous les 3 ans. On vous demande ce que vous en pensez. Voilà, on essaie de le faire au mieux possible et d'être dans les couleurs et dans les designs du temps, mais des fois on oublie des petites choses. Petit aparté, on revient sur nos citrons confits. Donc vous voyez, une fois que ça a commencé à frémir, je vais baisser pour qu'on ait vraiment un petit frémissement, tout gentil. Et je le rappelle, nos citrons vont confire pendant une demi-heure. Donc on va faire quasiment la même chose avec l'ail, en respectant quand même quelques précautions. Alors, déjà sur l'ail, il va falloir faire en sorte que l'ail soit en chemise et donc que chaque gousse ne soit pas n'ait pas perdu son enrobage. Pourquoi? Parce que on fait vraiment de l'ail confit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la chaleur transforme en purée ce qui est à l'intérieur de l'ail, mais que la structure extérieure de l'ail agisse un petit peu comme une enveloppe. Donc dites-vous que tout ail qui sera un petit peu ouvert, l'ail va confire, mais à l'intérieur. Ça, c'est la première chose à éviter. Alors, s'il y en a, évidemment, vous les laissez dedans, ça donnera un résultat différent, mais c'est pas bien grave. Par contre, dites-vous que l'ail confit, c'est un quart d'heure, 20 minutes maximum, à feu vraiment très doux. Si au-delà, vous avez mis votre feu ou votre huile un peu trop forte, vous allez obtenir de l'ail confit, hein, mais vous allez vite vous en rendre compte. Quand vous allez manger vos gousses d'ail, vous avez l'impression d'avoir un chewing-gum. Alors un chewing-gum à l'ail, je sais que c'est pas très bon, mais en tout cas, il aura la texture d'un chewing-gum. Pourquoi? Parce que ça, à friture trop forte, au lieu de confire, ça frit en fait. Et donc du coup, vous n'avez plus une purée, vous avez quelque chose qui est devenu caoutchouteux. Donc faites attention. En général, quand ça vous arrive une fois, vous ne faites pas avoir 2 fois, parce que vous allez voir que quand on fait de l'ail confit, on en fait quand même pas mal. Donc vous voyez, je l'ai fait mes gousses d'ail. Donc là, par exemple, celle-là, la peau est partie. Donc forcément, il ne va pas confire de la même façon. Donc on défait, et vous voyez que s'il reste des choses supplémentaires, la seule chose que je ne vais pas mettre, c'est ici le pied et la structure. Là. Mais si j'ai des feuilles ou autre, je les garde parce que du coup il y a du goût dans tout ça. Et souvent on jette des choses. Et quand je vais mettre ça dans mes pots, je vais aussi garder ça. Parce que ça, si vous le sentez, ça sent l'ail. Voilà. Donc on continue de défaire nos gousses d'ail, gentiment. Alors ail rose, ail violet, ail blanc, ail de Lautrec, enfin vous amusez-vous avec tout l'ail. Ça, c'est à faire aussi quand vous êtes, vous avez une tresse d'ail ou de l'ail qui est en train, vous pensez qu'il va commencer à s'abîmer, ou alors vous partez en vacances et vous aviez plein d'ail et vous êtes sûr qu'il va s'abîmer, ben faites-le confire, mettez-le dans des pots, ça se garde super longtemps, ça bougera pas. Et alors, à quoi sert l'ail confit? Bien, plein de choses. Par exemple, vous voulez faire un aioli. Vous prenez vos gousses d'ail confites, donc vous allez voir, hein, c'est de la purée à l'intérieur. On va les mettre dans un mortier avec le pilon et on va monter ça, on met un jaune d'œuf ou 2 et on va monter ça à l'huile de pépins de raisin ou à l'huile d'olive pour faire un véritable aioli. Vous servez de la viande ou des viandes froides ou des plateaux de charcuterie, vous mettez de l'ail confit, on ouvre, ça se mange tout seul. Ça peut aussi se réchauffer, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre ail confit et aller le jeter tout simplement dans une cassolette ou dans n'importe quelle viande à la fin. Et quels sont les avantages aussi de l'ail confit? C'est que du coup vous êtes sur quelque chose de complètement digeste. Il faut savoir que dans l'ail il y a une substance qui s'appelle l'acéline, qui est celle qui nous embête hein, quand on mange de l'ail cru ou de l'oignon cru. On a souvent des petits problèmes de digestion, hein. On voit bien que on a souvent des petites remontées, et puis en plus on sent pas forcément toujours très bon au niveau de la laine.
L'ail confit, vous n'avez aucun problème d'haleine, donc vous pouvez parler à vos voisins de table sans aucun souci, et vous n'aurez non plus aucun problème de digestion. Pourquoi je vous dis ça? C'est que sans utiliser forcément de l'ail confit, pensez quand vous voulez utiliser de l'ail dans une recette, par exemple vous voulez faire des petites tomates et vous mettez une persillade à l'intérieur, eh bien votre persillade ou votre ail, passez-le un tout petit peu dans un mélange de beurre ou d'huile ou simplement un beurre mousseux dans une poêle, l'équivalent de 2 minutes, histoire de le cuire un tout petit peu. Vous allez faire partir cette substance qui est dedans, vous allez faire disparaître l'acidine, et du coup vous aurez quelque chose qui sera digeste. Voilà, je fais une troisième gousse et on arrête parce que sinon je vais faire tout le saladier. Donc vous voyez, on les défait là gentiment. Si c'est compliqué, faites-vous aider. Hein, c'est vrai que des fois il y a des gousses d'ail qui sont un peu terribles, qui sont un petit peu durs. Donc il faut y aller doucement, voilà, on y va. Et on défait. Pas de questions, Lisa, je peux continuer ma petite démo. Par rapport au sucre, en fait c'est moi qui me suis trompée, c'est du sucre Gardel tout court, et c'est un sucre qui vient de Guadeloupe. D'accord. Oui, Gardel c'est une maison, enfin c'est une marque, ouais, effectivement. Ben allez-y, hein, ça doit être un sucre casson d'ailleurs, ça doit être un sucre brun, je pense. Voilà, donc là j'ai mes gousses d'ail. Et de la même façon, on va parfumer cette préparation. Alors, l'ail, on ne l'avait pas du tout passé au sel, parce qu'il n'y avait pas besoin. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel. Ensuite, on continue avec nos petites baies roses. Vous allez voir que les baies roses, on les retrouve un petit peu dans toutes les recettes du jour. Voilà, pensez bien à les écraser aussi. Je mets pas forcément de poivre, parce que l'idée, c'est de respecter un petit peu le goût des choses. J'y mets un petit peu de fenouil. Voilà. Du fenouil déshydraté. Le fenouil qu'on aurait pu, je vous montre ici, voilà, un petit goût anisé, qu'on aurait pu mettre aussi dans les citrons, hein, si on n'avait pas mis évidemment la cannelle et la badiane. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle des petites graines de paradis, voilà, qui sont des petites graines aussi qui vont donner un petit goût voilà. À la maison, vous pouvez mettre n'importe quel petit mélange de graines aussi qui fonctionne très bien. Là aussi, quelques aromatiques. Donc on est parti et on va mettre ici. On voit bien Maxence, c'est bon? Un petit peu de sarriette. Alors là on s'embête pas, hein, vous mettez tout en entier. Là. Ici. Là j'ai de la sauge. J'aime beaucoup la sauge. Je sais pas si vous en utilisez les filles, mais ça sent toujours extrêmement bon. Vous allez voir, je vais même, du coup, on va même en mettre un petit peu ici dans les citrons confits, là, parce que ça va faire sympa. Et puis le romarin, voilà. Voilà, à nouveau, huile de pépins de raisin, et on est parti. On recouvre la préparation. Voilà. Donc, là aussi, alors soyez pas surpris par la quantité d'huile, hein, il faut que ce soit complètement à couvert, hein, on peut pas... l'autre jour on m'a posé sur l'ail confit, est-ce qu'on peut faire de l'ail confit sans huile, parce qu'il y a cette grande tendance aujourd'hui de faire des frites sans huile, donc non, sinon c'est plus de l'ail confit. Après, on peut faire de l'ail au four, par exemple quand vous faites votre poulet et que vous mettez des têtes d'ail rôties, ça peut être fait. L'autre jour j'ai fait une recette un petit peu alternative où du coup c'était assez joli, j'ai pris mes gousses d'ail, je vais vous montrer avec une gousse d'ail parce que c'est assez sympa. La gousse d'ail en fait je l'ai coupée en deux dans ce sens là, ça faites-le à la maison, c'est super joli. Et du coup pardon, donc il faut pas que ça s'enlève. Alors quand vous avez des choses un petit peu sèches, vous voyez ça va pas marcher parce que du coup c'était trop sec donc ça s'enlève. Là par contre c'est maintenu par le pied, mais en général ça le fait dans des deux parties. Hein. Et ça vous le mettez un peu de beurre, un peu d'huile et vous mettez à la poêle comme ça et vous les faites rôtir. D'abord pour les saisir et après vous y mettez juste un tout petit peu d'eau, vous mettez un couvercle. Alors de l'eau, ça peut être aussi un petit peu de martini, un peu de floc de Gascogne ou un peu d'Armagnac, vous pouvez déglacer aussi ou un peu de vin blanc. Vous couvrez. Et du coup, ça vous fait de l'ail qui a confit, qui est un petit peu rôti, mais plus à la vapeur.
Et ça, vous pouvez en servir une tête par personne. N'ayez pas peur, ils la mangeront. Avec la viande à côté ou le poulet, ça se mange tout seul. En plus, on dit que l'ail, c'est plutôt bon pour la santé. Donc là, vous êtes sûr d'avoir fait le plein. Voilà. Et ce qu'on va faire, ouais, ça va faire une petite expérience. Je vais la mettre là, on va voir ce que ça donne dans l'huile directement. Voilà, donc ça se met sur le feu, ici. Voilà, vous avez tout qui confie. Hein. On est à 18 minutes ici, donc il nous reste 12 minutes de cuisson. Et ça tombe très bien puisque, regardez ici, j'utilise mon minuteur, donc je l'avais mis à 30 minutes. Et là, on n'est pas loin de 15 du coup, donc comme ça, c'est 15 minutes, donc ça va me permettre de... Alors vous voyez, même ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre. Et quand on sera à 15 minutes, je vais le démarrer pour que ça cuise. On voit bien ici notre jus réduit qui est en bonne direction, voilà, d'être complètement réduit. Alors, on vérifie s'il est bien sirupeux sur la casserole. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein. Quand vous voulez vérifier, vous faites ça, vous mettez la cuillère. Vous voyez, pour l'instant, c'est absolument pas sirupeux parce que ça vient pas napper la cuillère. Mais souvenez-vous, on était à peu près ici en quantité de jus de clémentine au départ. Hein. Voilà. Et là, vous n'avez pas l'odeur, les filles, mais ça sent extrêmement bon. Et c'est un jus qui va se foncer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer. Allez. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer gentiment avec le houmous. Je fais un tout petit coup de ménage, le temps que Maxence vous montre un petit peu les ingrédients du coup du houmous. Donc on va être sur du pois chiche, la pâte de sésame, et là on va avoir un petit peu plus de travail. Merci. Pas de questions, Lisa, on peut continuer du coup. Personne ne cuisinait alors du coup, non? Parce que vous avez pris l'habitude de... On s'est rendu compte pendant le confinement qu'il y avait plus de gens qui cuisinaient. Aujourd'hui, c'est plus on regarde, mais du coup j'espère que vous refaites les recettes après. Vous allez voir que tout ça, vous allez pouvoir le réutiliser. On le disait, l'huile ici, alors l'huile des citrons confits, même par exemple pour monter une mayonnaise, hein, jaune d'œuf, sel, poivre, et vous commencez à monter votre mayonnaise avec... alors, vous coupez toujours, hein, c'est une huile qui va avoir un goût de citron assez costaud. Donc on l'utilise pas en principale huile, c'est-à-dire que vous pouvez monter à l'huile de citron, et après vous continuez avec tournesol, colza ou huile de pépins de raisin. De la même façon, l'ail, l'huile de votre ail confit, allez, que je vais mettre en route maintenant. Donc, feu fort au début pour porter l'ébullition et après on baissera. Mais de la même façon, l'huile que vous avez là, vous pouvez monter des mayonnaises avec. Donc du coup, vous allez avoir une mayonnaise qui a un petit goût d'huile, mais comme ça, beaucoup plus digeste. Et vous pouvez aussi faire des vinaigrettes avec cette huile. Donc ça veut dire que votre bocal, quand vous aurez, au fur et à mesure que vous descendez l'ail ou les citrons confits, vous allez tout simplement récupérer l'huile pour faire différentes préparations. Vous voyez, on ne jette rien. Aujourd'hui, on vous parle de circulaire, de développement durable, de cuisine durable, parce qu'il faut remettre du bon sens, peut-être un peu dans notre vie et dans notre société et dans notre façon de cuisiner. Mais dites-vous que les anciens étaient déjà dans cette philosophie du durable depuis très longtemps. Le nerf de la guerre, c'était les sous et l'argent, donc ouais, il fallait faire attention. Donc ici tout est en train de frémir. Je vous ai pris du pois chiche en boîte. Voilà, pourquoi? Parce qu'il est déjà cuit. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a déjà un pois chiche qui est déjà tendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans le pois chiche? C'est qu'à chaque fois il y a une petite enveloppe. Alors, quand on dit que le pois chiche au niveau de la digestion peut donner des fois quelques flatulences, c'est un peu comme les haricots, hein. C'est cette partie-là qui est moins digeste et qui nous titille un petit peu. Donc on va s'en débarrasser. Pas de tout, parce que c'est compliqué, mais on va s'en débarrasser d'une grosse partie. Et je vais vous montrer comment, avec une méthode assez simple, on s'en débarrasse en 2 secondes. Ce que je voulais vous dire avant qu'on démarre la recette, c'est que si vous voulez par contre utiliser du pois chiche déshydraté,
Ben, rien ne vous en empêche. Alors, il faut savoir que le pois chiche, quand il pousse sur une plante, il est et qu'on le ramasse, il est tendre, mais du pois chiche tendre, vous n'en trouverez pas, il n'est pas commercialisé. Ensuite, on va le déshydrater et le cuire, et on le retrouve sous cette forme-là. Donc, quand on veut cuire des pois chiches, on les fait tremper toute une nuit dans un grand volume d'eau froide, pas de sel. Vous mettez vraiment un grand volume. Hein. Il faut, par exemple, si vos pois chiches, admettons, s'arrêtent là dans votre pot, il faut que l'eau aille vraiment jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que ça va boire l'eau. Et puis ensuite, on les enlève et on les cuit. J'entends parler souvent du bicarbonate de soude dedans. À mon sens, ça vient plus abîmer le produit qu'autre chose. Donc faites-les tremper dans l'eau, tout simplement. Et ça suffira largement. Alors, on va commencer par les égoutter, tout simplement. Donc ici, j'égoutte puisque l'eau du pois chiche, je ne l'utilise pas pour aujourd'hui. Mais j'allais vous le dire, mais je vais plutôt vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau des pois chiches? Il y a quelque chose qui est assez tendance là en ce moment, qu'on dit un petit peu dans toutes les émissions. L'eau de cuisson des pois chiches permet de faire quelque chose d'assez sympa et qui évite de consommer un autre produit. Je vous dis pas quel produit parce que sinon vous allez comprendre de suite. Mais est-ce que vous en avez entendu parler, les filles, de l'eau du pois chiche? On va attendre un petit temps de rebours. Alors, ici je les ai égouttés. Je vais me débarrasser de cette eau de pois chiche dans l'évier. Et ensuite, tout simplement, je vais mettre ici mes pois chiches dans le saladier une fois égouttés. Et je vais recouvrir d'eau. Alors en général, on fait ça dans l'évier, mais je vais le faire devant vous ici. Je vais vous montrer. Voilà. Regardez la mousse que ça fait quand je mets l'eau dans l'eau avec le reste d'eau des pois chiches. Ça devrait vous orienter, cette mousse là, normalement. Ça ressemble à quoi? Vous allez trouver. Alors, ça je m'en fiche. Ce qu'on va faire, c'est simplement, vous allez passer les pois chiches au niveau de vos mains, comme ça, tout simplement. Vous les frottez. Et vous allez voir où je veux en venir, c'est qu'en fait, en les frottant, voilà, regardez, vous allez vous retrouver avec tous les... Donc au lieu de les faire un par un, vous les frottez comme ça. Alors, dites-vous que si vous voulez vraiment enlever toutes les peaux, vous pouvez y passer plusieurs heures sans aucun problème. C'est assez long, voilà. Mais vous n'arriverez pas à enlever toutes les peaux. Il y en aura toujours. Donc, faites ça 5 minutes. On en aura déjà enlevé suffisamment. Il y a des recettes où les houmous sont faits directement avec la peau. Ça pose aucun problème non plus. Mais là, c'est juste pour le rendre un petit peu digeste. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va se retrouver bien avec toutes les peaux qui flottent en surface. Donc, on continue. J'appuie pas forcément. Vous voyez, il va y avoir de plus en plus de peaux. Hein. Donc, l'idéal, c'est d'avoir... un saladier suffisamment grand, et l'idéal aussi, et je vais vous montrer pourquoi, c'est de le faire dans l'évier. Je vais juste me mettre là 2 minutes. Si vous le faites dans l'évier, les filles, vous avez ici, vous voyez la position de notre corps, mes mains sont à ce niveau-là dans la cuve, donc je suis beaucoup plus relax, et en plus je peux profiter de, si je suis un petit peu fatigué, je peux profiter de m'appuyer un petit peu aussi sur l'évier, ce qui fait que du coup, voilà, on se repose aussi un petit peu par la même occasion. On frotte, on va faire ça à peu près pendant 5 minutes. Est-ce que vous le faites ça déjà? Vous l'aviez déjà fait pour les pois chiches? Vous pouvez le faire aussi quand vous voulez faire une salade de pois chiches pour vous débarrasser des peaux, tout simplement. Ça marche assez bien. Lisa, est-ce qu'elles ont trouvé ce qu'on fait avec l'eau du pois chiche? Alors, j'ai pas eu de réponse, mais moi, je pense que je sais ce que c'est. Ouais. C'est les blancs-neige. Ouais, c'est ça. On va monter à... Alors, on revient juste ici, Maxence, 2 minutes. Ça confie, voilà, tout doucement. Pensez à réguler vos feux. Ici, regarde, on va baisser, on est beaucoup trop fort. Hein. Voilà, il faut que j'ai vraiment un tout petit frémissement. Donc, je baisse. Voilà. L'idée, c'est de lancer la cuisson. Voilà. Et une fois que c'est lancé, on baisse vraiment à feu tout doux. Ici, ça commence à se préciser. On a quelque chose, vous voyez, qui réduit. Soyez patient, hein. C'est vraiment... cette réduction, elle dure un certain temps. Voilà. Donc oui, avec l'eau des pois chiches, on va les monter, on va les battre, et on obtient quelque chose qui ressemble au blanc en neige. Alors,
Pour tout vous dire, j'ai jamais essayé, j'ai jamais eu le temps de prendre, mais j'ai plein de potes qui font ça, et des amis cuisiniers, des pâtissières, et ça marche très bien. Et visiblement, ça n'a pas le goût de pois chiche. Voilà, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, ce qui m'étonne un tout petit peu, parce que quand vous sentez l'eau de cuisson des pois chiches, comme celle que je viens d'enlever, elle sent quand même un petit peu fort. Donc, à vérifier quand même. Voilà. Allez, je continue de... Vous voyez, on a presque fini. Et là, regardez, il y en a vraiment des pots. Il y en a vraiment partout, 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 partout. Regardez, si je prends ici, voilà, il y en a partout ici. Donc ça, on va venir le rincer pour s'en débarrasser. Voilà. Et on va continuer la suite. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que déjà, on en enlève une certaine partie à la main. Donc, voilà, vous les prenez ici. Et on va s'en débarrasser d'une partie. Et après, on va rincer ça plusieurs fois, ce qui fait que je vais pouvoir... ça va être plus facile pour moi d'enlever les peaux. Mais vous voyez, où elles sont les peaux? Toutes les peaux des pois chiches, il y en a un paquet. Hein. Et là encore, on ne pourra pas... cherchez pas à tout enlever, ce sera beaucoup trop compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette étape-là, du coup? Et est-ce que vous saviez, donc du coup, vous saviez pas visiblement que avec l'eau des pois chiches, on pouvait faire des blancs en neige. Essayez, voilà, et vous me direz si ça a goût de pois chiche finalement ou pas. Allez, j'enlève encore quelques peaux ici. Donc vous voyez, ça s'enlève sur le dessus, elle flotte en fait hein, à la surface. Et de temps en temps, on peut remettre un petit coup comme ça, ce qui fait que toutes les autres peaux vont revenir se balader sur le dessus. Et on va pouvoir les attraper. Je passe pas à la passoire, hein, parce que sinon tous mes pois chiches et mes peaux passent dedans. Donc après, ça s'enlève comme ça. Vous allez un petit peu à la pêche au petit pot de pois chiches. C'est un petit peu long ça, mais je vous assure que ça fait un houmous qui est beaucoup plus digeste. Voilà. Donc ça vaut le coup de prendre 2 petites minutes pour enlever ça. Et puis si on est plusieurs à la maison, il y en a un qui s'occupe de ça pendant que un autre s'occupera d'autre chose. Voilà, allez, dernier petit coup et on va les enlever. Et on va venir mixer toute cette préparation. Alors, dans le houmous, il y a aussi un petit peu d'ail. Et là aussi, soit vous utilisez une gousse d'ail crue, soit on va tout simplement utiliser une gousse d'ail confite aussi, ça marche très bien. Ce qui fait qu'on aura aussi un houmous qui sera beaucoup plus digeste. Voilà. Allez, je remue un dernier petit coup. Je vais laisser tout ça remonter à la surface. Vous voyez, ça remonte tout seul. Et on n'en a quasiment plus. Hein. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à peu près un petit pot de pois chiche, ça représente quand même un joli volume. Hein. Voilà. Allez, j'égoutte mes pois chiches. Et là, on a bien régulé tous nos feux. Donc, vous voyez, petit bouillon. Alors, moi ici, à l'atelier, j'utilise de l'induction. Donc, forcément, j'arrive à réguler mes plaques pour que ce soit vraiment ultra précis. Et là, pareil, voilà, on voit un tout petit bouillon. Vous voyez, ça va de 1 à 9 et je suis sur 2. Et là, pareil, je suis sur 3 pour terminer le travail. Voilà, vraiment une évaporation très douce. Voilà, j'ai récupéré les pois chiches avec à peu près la moitié des peaux qui ont disparu. Et on va commencer un premier mixage. Alors, on va se mettre ici. Juliette, je vais te redonner une partie du marché. Toutes les petites choses dont j'ai pas besoin. Ici, ça peut partir. Voilà, on va garder juste ça. Super. Voilà. Si vous avez un petit robot comme ça, je préfère que vous ayez une cuve plate. Souvent, vous avez tendance à faire ça dans les blenders. Les blenders, c'est plus compliqué parce que c'est des cuves qui sont beaucoup plus étroites. Voilà. C'est aussi la même base quand vous faites des falafels, hein, sauf qu'on va pas mettre le tahiné, mais les falafels, souvenez-vous, on en avait fait. On va les mixer. Il y a juste que pour le falafel, il faudra que
quand vous prenez votre masse mixée, il faut la mettre dans vos mains. Quand vous l'ouvrez, il faut que la masse soit restée compacte. Là, vous pourrez obtenir des boules. Si vous voyez que votre masse, vous l'ouvrez et que ça se défait, c'est que vous n'avez pas suffisamment mixé votre préparation. Alors, on va montrer Maxence aussi quand on est là et qu'on voit qu'il y a des petits amalgames de peau là qui se sont formés un petit peu plus. Bien là, comme j'en avais pas mal, du coup, j'en profite pour les enlever. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, du coup, maintenant, on fait un premier mix, puisque de toute façon, comme il va falloir mixer plusieurs fois, on va d'abord... c'est pas la peine de mixer trop fort non plus. Voilà, et de temps en temps, vous venez avec une cuillère. Vous venez abaisser un petit peu votre préparation pour pouvoir la remixer. Vous voyez là, même si, par exemple, si je voulais faire des falafels de pois chiches, je serais encore sur quelque chose ici qui n'est pas suffisamment mixé pour que ça puisse prendre. Hein. Et là, pour du houmous, encore moins. Voilà. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à un moment, ça fait plus rien, parce que c'est une masse compacte. Donc on va commencer à rajouter ce qu'on appelle le tahin ou le tahiné, qui est, je vous le rappelle, c'est de la pâte de sésame. Donc ça s'achète en pot généralement avec des couvercles verts ou rouges. On en trouve aussi en épicerie bio. Ça c'est vraiment ce qui donne le goût très particulier à l'houmous. Hein. Si vous me posez la question de savoir par quoi on peut remplacer la pâte de sésame, alors par du Nutella, non je plaisante, mais bon, par d'autres choses, mais ce sera pas de l'houmous en fait. Hein. Vous aurez une purée de pois chiches, mais ce sera pas du tout la même chose. Le houmous c'est vraiment la pâte de sésame. Voilà, et là on va pouvoir le mixer. Et on va continuer à ajouter d'autres ingrédients. On va mettre notre piment. On va mettre de l'huile d'olive aussi, bien évidemment. Et après, on se dépanne aussi avec un petit peu d'eau. Alors souvent, je vois dans les recettes un petit peu d'eau tiède. C'est pas obligé que ce soit de l'eau tiède. Hein. Voilà, ça peut être de l'eau telle qu'elle vient. Et ça aurait pu être du jus de cuisson aussi, du pois chiche. Hein. Un petit peu d'eau. Moi, j'ai choisi piment d'Espelette plutôt que ce soit le piment piquant. Et alors, le houmous, on va y revenir tout à l'heure, c'est très bon aussi si vous voulez le consommer tiède. C'est pas mal du tout. On va mettre du jus de citron. Donc là, je vais me servir à peu près 2 cuillères à soupe. Alors, le jus de citron vient donner du goût, mais vient aussi protéger, on va dire, l'oxydation du pois chiche. Voilà. On y va pour du cumin, parce que ça c'est essentiel dans la recette. Du cumin, alors c'est selon vos goûts, hein, c'est vrai que moi j'y vais pas trop fort, parce que vous voyez, j'y vais vraiment sur des pointes de couteau à chaque fois. Et puis il vaut mieux que vous fassiez une première préparation avec un petit peu d'épices. Alors on va venir là, Maxence a été remplacé par Juliette entre-temps à la réalisation. On va regarder ici alors. Là, on a effectivement nos citrons qu'on confie à peu près pendant une demi-heure. On les laisse dedans, ils sont prêts. Et ce qu'on voit aussi souvent au bout d'une demi-heure, c'est le sel qui est remonté à la surface. Vous voyez, qui fait comme une pellicule. Bah, là, quand il est remonté à la surface, c'est plutôt bon signe. Donc on les laisse. On a ici, je vais vous montrer, notre préparation. On y est quasiment, vous voyez, on voit bien que ça nappe beaucoup plus qu'avant. Et on a quelque chose qui est devenu beaucoup plus foncé. Néanmoins, on a encore un petit peu de réduction à faire, mais on va le faire au moment. Là, pour l'instant, j'éteins et je vais provoquer après une petite ébullition mais vraiment en restant devant. Et là, on va laisser encore 5 minutes de petits frémissements et on aura terminé avec notre ail confit. Alors, en général, les citrons et l'ail confit, on met en bocal. On attend une petite semaine. Bon, ça peut se consommer tel quel, mais surtout pour l'ail, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il est bien meilleur au bout d'une semaine.
Mais si vous voulez le faire pour le jour, ça se mange tellement vite en plus que ça part tout seul. Voilà. Alors, du coup, un petit peu de persil ou de coriandre déshydraté aussi, qu'on met à l'intérieur. Ça, c'était le cumin. Et puis après, on va rajouter de l'huile d'olive. Je commence par 3 cuillères. On va mixer toute notre préparation. Voilà. Et je vais mettre le reste du thym aussi. Comme ça, on aura tout mis. Alors là, on va mixer, on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus lisse, bien évidemment. Et on va vérifier, voilà, comme toutes les recettes et comme toutes les préparations, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors pensez à arrêter et redémarrer la cuve de votre robot. Pourquoi? Parce qu'à un moment tout se met en lévitation, donc ça marche plus. Et le fait d'arrêter et de reprendre, ça permet de bien mélanger la préparation. Alors, c'est aussi un petit jeu de patience dans le sens où j'arrête pas d'ouvrir et de fermer, c'est pour vous montrer, on voit bien Juliette à chaque fois. Alors là, ça commence à sentir le houmous. L'idée, c'est de vous montrer les différentes étapes de la préparation, parce que pour moi, il n'y a pas forcément de recette exacte. Je vous explique pourquoi je dis ça. Souvent, vous avez des grammages qui sont donnés. Vous allez avoir des fois des pois chiches qui sont plus gros, qui sont plus petits. Des pois chiches qui ont plus ou moins cuit, qui n'ont pas été cuits de la même façon, qui sont plus ou moins tendres. On vous dit le jus d'un citron. Il y a des fois des jus de citron qui donnent le double de citron par rapport au premier. Oui, autant de choses qui font que, à un moment, ce qu'il faut, c'est que ce soit vous qui appréciez la structure. Là, je vois, ici, je vais vous montrer avec 2 cuillères. Ici, j'ai une préparation qui a déjà été un peu plus mixée. Donc, on voit qu'elle est déjà, vous voyez, beaucoup plus souple. Là, on n'est pas loin de la vérité hein, sur ce qu'on a envie d'obtenir. Et ici, je suis sur une préparation, vous voyez, qui a eu plus de mal parce qu'elle n'a pas été mélangée. Et donc là, effectivement, j'ai pas du houmous. Hein. J'ai l'impression que j'ai plus fait du pois chiche pour les canards. Ça ressemble plus à du maïs haché. Donc, ce que je cherche à vous montrer là aussi, c'est que à chaque fois, il faut venir vraiment bien mélanger. Voilà. Et que là, on manque un petit peu de liquide. Alors, on va rajouter tout simplement dans les éléments qu'on vous avait demandé de mettre. Eh bien, on va en remettre d'autres. Donc, on repart pour un petit peu de citron. Je vais demander à Maxence de nous donner le tarin qui a été remis au frigo, qui est un petit pot blanc avec un couvercle vert qui est dans le tiroir du bas. Voilà, on va remettre ça. Et puis là aussi, je vais remettre des épices. Pourquoi? Parce que souvent, vous mettez les épices et vous pensez qu'elles vont infuser de suite. Alors que tous les épices, les condiments, les aromates, ça prend toujours un certain temps, comme le sel, hein, ça prend un certain temps à se diffuser. Donc, mettez-en en premier, goûtez et regardez un petit peu. Alors, le tarin, si vous allez épicerie turque, arabe, épicerie asiatique, il n'y a pas d'étiquette, ça se trouve sous cette forme-là, en général. C'est des pots dans lesquels, je vais vous montrer à l'intérieur, il faut toujours revenir, hein, remuer un petit peu. Donc la pâte de sésame, comme on disait. Et là aussi, à mon sens, il n'y a pas vraiment de règles. J'ai goûté des fois des houmous qui avaient un goût très prononcé de sésame, d'autres houmous qui avaient un goût beaucoup plus soft en sésame. Là, c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous voulez. Ce que je peux vous garantir, c'est que ça n'aura absolument pas le goût des houmous que vous avez l'habitude d'acheter dans le commerce, dans les petits pots déjà tout prêts, qui sont souvent bourrés beaucoup plus d'additifs, d'aromates, de conservateurs. Voilà, là on va obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa.
voyez ce qui se passe? On a une préparation qui commence à se promener beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus souple en fait. Donc après, c'est comme tout plat qui est connu. Comme j'ai l'habitude de dire, à chaque fois qu'on s'attaque à un monument, la blanquette, la paella, le bourguignon, le cassoulet, voilà, tout le monde a la vraie recette du cassoulet. Moi je l'ai pas, donc je sais pas comment eux ils font pour l'avoir, mais en tout cas il y a autant de recettes que d'histoires, que de famille, que d'expériences, que d'habitudes, on va dire, voilà. Donc des houmous, il peut y en avoir des plus fermes, des plus tendres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que par contre tout soit bien mixé à l'intérieur. Plus de cumin, moins de cumin, ça fonctionne très très bien. Je vais mixe une dernière fois. Voilà. Et là, on a notre préparation. Donc je vais vous montrer maintenant à nouveau ce que ça donne. Voilà. Alors là, j'ai fait un houmous qui reste quand même, on va dire, vous voyez, il est très, il reste quand même assez épais. Donc, dernière petite chose. Maintenant, soit vous rajoutez un tout petit peu d'eau ou un petit peu d'eau de cuisson de vos pois chiches. Moi, trop tard, je l'ai jeté dans l'évier. Mais sinon, on met un tout petit peu d'eau, on remixe et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus souple. Là, c'est ce que je vais faire parce que je vais vous montrer un petit dressage assez sympa. Après, ce qui est très chouette, le houmous, moi, je l'ai mangé qu'une fois dans un restaurant en Espagne. C'était un houmous tiède. Donc ils avaient mis un petit peu plus d'eau, ils l'avaient passé un petit peu à la casserole avec un fouet, et on nous l'a servi, alors c'est très très rigolo, on nous l'a servi dans une assiette, donc effectivement il n'était pas chaud, il était légèrement tiède, donc il y avait tous les arômes de la coriandre, du cumin, du persil qui ressortaient. Dedans ils avaient mis des petits pois chiches cuits, et un petit hachis d'herbe, et ça avait été recouvert par un filet d'huile d'olive. C'était une merveille, donc ça se mangeait à la cuillère, et en même temps... ils avaient mis des petits crackers à côté. Donc voilà, ça faisait une entrée dînette un petit peu apéritif qui était assez rigolote. Donc je mets un peu d'eau, je remixe. Et on va passer, on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a fait. La vinaigrette, bien entendu. Et on va dresser le houmous. Et je vais vous montrer aussi ce que donnent tous les résultats avec le citron confit et l'ail confit. Tac, allez, on y va. Voilà, là on a la préparation telle que j'avais envie de la voir. Quelque chose qui va être beaucoup plus souple. Donc ça se met dans des petits pots, ça va se garder au réfrigérateur. Vous pouvez aussi, je vous parle souvent de filmer au contact. Alors filmer au contact, rien de compliqué. On met ça dans un petit pot ou dans un saladier. On va filmer avec son film alimentaire et le film, on va venir le déposer au fond. Alors, je vais même vous montrer. Maxence, pendant que je vide ça, tu vas me donner le film alimentaire qui est au-dessus du placard, s'il te plaît. Et tu vas, ouais, celui-là, s'il te plaît. Et tu vas me donner un petit pot comme le pot de sel, là, qui est dans le... Attends, bah, on va le faire avec ça, regarde, je vais vous montrer. Si vous voulez faire la même chose à la maison, vous pouvez. Vous prenez ici, donc, votre mousse que vous allez mettre vous-même dans vos pots. Donc, du coup, là, pour le coup, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez vu que c'était rien de très compliqué. Voilà. Et ce qu'on fait souvent pour garder la conservation et pour pas que ça s'abîme et pas que ça s'oxyde, vous prenez tout simplement, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus. On en avait mis dedans, donc c'est pas gênant parce que ça parfume. Et vous allez filmer de cette façon-là, vous voyez. On va prendre le film alimentaire qu'on va mettre sur le dessus. Merci jeune homme. Et là, regardez, on dit qu'on filme au contact, c'est-à-dire que le film, vous allez venir le mettre, voilà. Il faut que le film touche la préparation. Quand vous voyez dans un magazine ou dans un bouquin filmé au contact, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement enlevé la partie air entre le couvercle et la préparation. Donc du coup, j'aurai plus d'oxydation. Donc souvent, quand vous voulez garder des préparations ou des crèmes ou des pâtisseries ou des tapenades, filmez au contact. Alors évidemment, sur une crème brûlée,
pardon, sur une crème anglaise ou une crème pâtissière, c'est souvent comme ça qu'on les garde. On mettra plutôt du beurre fondu, par exemple, sur une crème pâtissière. Pour mettre le film, on va pas mettre de l'huile d'olive. Et sur des préparations comme ça, voilà, vous mettez votre huile d'olive et vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, de temps en temps, il nous fait un... Il s'est remis en place? Alors sinon, tu le poses ici et il va se stabiliser. Il faut savoir que Juliette, en fait, on a un petit bras qui nous permet de... Un petit bras qui est directionnel. Ça permet un peu plus de souplesse dans les images. Ça permet pour vous d'avoir aussi un confort visuel plus agréable. Et ce petit bras, des fois, il se met à tourner dans tous les sens. Des questions, les filles, là-dessus ou pas? On est bien? On se laisse guider, d'accord. Heureusement qu'il parle, hein, le chef. Hein. Je vous pose quelques questions. Est-ce que vous aviez fait, vous, déjà, citron confit, ail confit? Est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà... ça vous est déjà arrivé de préparer? Pendant que vous répondez, on va faire un petit dressage ici avec le houmous, vous allez voir. Alors, par exemple, ici, vous voyez, on prend... Alors, qu'on ait un cercle ou qu'on n'en ait pas, quand on n'a pas de cercle et qu'on veut faire des choses jolies, vous voyez, je prends une cuillère qui prend et une cuillère qui pousse. On va refaire. C'est-à-dire que je fais pas ça avec ma préparation parce que là, je sais pas où ça va arriver. Vous voyez, ça donne une forme, mais on s'en fiche, voilà, ça donne quelque chose de joli. Toujours pareil. Une cuillère qui prend et une cuillère qui pousse, c'est-à-dire une cuillère qui vient déposer. Voilà. Là, on voit qu'on peut obtenir quelque chose qui, sans être dressé avec un cercle, a quand même une image un petit peu graphique, un petit peu d'esthétique, donc c'est pas du tout gênant au niveau de la... On va pas vous dire qu'est-ce que tu as fait, c'est pas joli, etc. Voilà. Pendant ce temps-là, Maxence, on va regarder dans mon tiroir là-bas où il y a tous les cercles, tout en bas, et tu vas me donner un tout petit cercle en inox qui doit faire à peu près 5 ou 6 cm de diamètre. Non, son petit frère, juste en dessous. Alors qu'ici à l'atelier, il y a des tonnes et des tonnes d'ustensiles. Pareil ici, on prend la coriandre qu'on va mixer entièrement. C'est un petit cercle qui est plus haut et qui est plus ramassé. Vous voyez? Et là, pareil, j'ai mes petites choses comme ça bien sympas. On va prendre... Non, ça c'est le même. Il est 2 fois plus petit et plus haut. C'est vraiment un tout petit cylindre. Et si c'est pas là, c'est dans le tiroir du dessus. Là, vous mettez, vous voyez, quelques graines de sésame. On va faire plusieurs dressages. Hein. Je vais vous montrer que ça, le houmous, ça peut devenir une petite entrée sympa comme ça en 2 secondes. Un petit peu d'huile d'olive pour graisser. Et hop, on vient mettre notre coriandre comme ça, juste par-dessus. Voilà. Ça peut être une idée. On va la mettre là-bas. Miette. Hop. Tu trouves pas? Ça, mais non, c'est un haut comme ça. Bon, il doit se balader ailleurs dans une autre... Dans aucun des 2 tiroirs, ni en bas, ni au milieu. C'est pas grave, t'en es pas, Maxence. Regardez, ici, on peut faire de la même façon. Alors là, évidemment, on va faire une préparation plus en cercle. Pareil, là, donc vous avez besoin... Bon, le cercle, cherchez pas forcément à le mettre complètement au milieu. Ça n'a pas d'importance. Par contre, tenez-le, parce qu'il ne tiendra pas. Vous risquez d'avoir des choses qui sont pas très jolies. Voilà. Et là, cherchez pas non plus à aplatir complètement, ça sert à rien. Voilà. L'idée, c'est plus d'avoir quelque chose d'un petit peu graphique. Voilà. Et ici, je vais vous montrer comment juste avec une petite gousse d'ail qu'on a sortie de l'huile de suite, on peut s'amuser à faire une petite proposition ici. Pareil, vous remettez un petit peu de... Vous voyez comme quoi le houmous qui du coup est quelque chose de tartinable,
peut devenir très vite aussi une petite préparation sympa qui donne envie, voilà, avec un petit crackers ou quelque chose d'autre. Voilà. On va le mettre ici. Allez, on va partir sur... il nous reste une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. On va partir sur la vinaigrette. Comme ça, si vous avez des questions sur les vinaigrettes, je vais pouvoir y répondre. Ici, on a arrêté toutes nos préparations. Hormis, donc, on va revenir s'intéresser au jus. Je vais juste enlever ça. Là. Et on va se mettre ici 2 petites minutes. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les préparations qu'on a fait. Ici, on va dresser quelques citrons. C'est vraiment juste histoire de vous montrer, puisque on va pas les manger tel quel. Et pour vous remontrer que si on met ça dans un bocal, donc voilà un petit peu le... Alors, le citron reste quasiment en entier. Hein. Hop. On va les mettre ici, les citrons confits, ça va être joli comme tout. Voilà pourquoi je vous disais que il faut pas les mettre trop petits. Parce que si vous les coupez, si vous faites des quartiers trop petits, on va forcément avoir des choses qui vont s'abîmer. Voilà. Et ensuite, alors là, ça sent extrêmement bon, hein, au-dessus de la casserole. Et là, je vais vous remettre un petit peu tous les éléments qui avaient participé à l'élaboration, qui étaient l'anis étoilé, le petit bâton de cannelle. Souvenez-vous, on avait mis aussi de la sauge. Voilà. Et on retrouve aussi des petites baies roses, voilà, qui se baladent tout le long. Voilà pour les citrons confits. Ensuite, on a évidemment, voilà, notre ail confit ici, qu'on va retrouver sous cette forme-là. Vous voyez, encore une petite ébullition. Et l'idée, souvent, c'est d'aller, vous voyez, je vais aller en creuser un pour vous montrer un petit peu. On va se mettre ici. Voilà. Et vraiment, à l'intérieur, on va se retrouver avec une purée, hein, en fait. On voit bien Juliette ici, là. Voilà. Hop. Ici, je vais vous ouvrir une gousse, vous allez voir. Voilà. Et on va appuyer dessus. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà, c'est de l'ail. Là, il est encore très chaud, donc forcément, il a besoin d'un petit peu de temps après, hein, pour se défaire un peu. Voilà. Tac. Voilà. Et vous voyez, on a une purée d'ail, hein, du coup. Donc ça, vous pouvez très bien le monter. 2 jaunes d'œufs, 3 gousses d'ail comme ça. Et vous montez à l'huile de pépins de raisin. Et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Ça vous fait un petit aioli des familles. Mais là, si on vous dit que c'est pas la vraie recette, vous dites que si. Hein. Celle-là, c'est la vraie, en tout cas digeste. Et avec des petits bulots, par exemple, ou des trucs, c'est voilà, comme disent les jeunes, ça passe crème sans aucun problème. Donc ça, c'est pour l'ail confit. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc on a ici, enfin, quelque chose de voilà. Vous voyez, quand je vous dis sirupeux, c'est ça. Hein. C'est vraiment, on prend ici. Voilà. Ça, si vous mettez le doigt dedans, vous goûtez, c'est une petite bombe atomique. Hein. Voilà. Donc, on prend cette préparation qui va nous servir pour notre vinaigrette, tout simplement. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir l'émulsionner avec jus de citron, l'huile d'olive. Alors, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe pour le jus de citron. Et à peu près la même quantité en huile d'olive. Donc là, je fais une vinaigrette qui est quand même assez balèze. Hein. Enfin, il y a du volume, on va dire. Et on va mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Alors là, bien évidemment, quand vous utilisez... des couleurs comme ça, très orangées, et que l'idée de la vinaigrette, c'est qu'on retrouve la même couleur,
n'allez pas me mettre du vinaigre balsamique ou du vinaigre enfin un vinaigre coloré en tout cas qui va venir abîmer. J'utilise souvent ça, Melfort, qui est un vinaigre à base de miel, qui est assez sympa. Ça on le trouve maintenant aujourd'hui en grande surface. Et sinon notre bon vieux vinaigre de cidre, ou vinaigre de pomme aussi on trouve des fois. J'ai jamais trop su la différence entre pomme et cidre, je pense qu'on est la même chose. Et là voilà, vous émulsionnez gentiment. Donc évidemment avec l'action du citron ça va épaissir légèrement. En fait le citron et l'huile d'olive viennent épaissir la préparation. Voilà, et là vous avez une petite vinaigrette à base de clémentine. Voilà. Alors vous me direz qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, si vous faites un petit taboulé par exemple, avec beaucoup d'herbes, on peut mettre ça dessus. Une salade de pommes de terre. On revient aux choses un petit peu là, salade ravigote avec des capres, des cornichons, des petites choses comme ça. Salade de pommes de terre. Un petit peu de jambon de pays, si vous voulez, de jambon blanc dedans, on va dire en cube, et là vous mettez la petite vinaigrette au-dessus, et de suite ça devient sympa. Voilà, voilà. Donc voilà pour la petite vinaigrette ici. Voilà, on est bon. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va s'occuper du magret. Souvenez-vous, on avait envoyé un petit magret direction le frigo tout à l'heure. Voilà, vous voyez que du fait maison, du coup en 2 heures, on a pris le temps, hein, mais j'aurais pu faire plusieurs bocaux de citron confit, mon ail confit, finalement avoir toutes les petites préparations bien sympas. Et maintenant, on va récupérer le magret. Alors, ouais, on voit qu'on a un sel qui s'est déjà un petit peu humidifié par rapport à tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, il était beaucoup plus sec. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? On est en train de déshydrater. Vous voyez, regardez, hein, là c'est complètement trempé. On le voit bien à l'image, hein, c'est vraiment brillant. On a, parce que c'est le sel hein, qui est en train de faire son boulot. Voilà. Et on va voir que la couleur du magret a aussi changé, bien évidemment, puisque avec tout ce qu'on lui a mis dessus, ça change un peu. Vous allez avoir aussi un magret qui est un peu plus dense, un petit peu plus sec, un petit peu plus ferme, on va dire, puisque évidemment il a perdu de l'eau. Alors là on le voit pas parfaitement, mais si on le laisse encore plus longtemps, il y a vraiment de l'eau au fond de la préparation. Si vous le laissez toute une nuit, vous étonnez pas, il y aura vraiment une flaque d'eau au fond, mais c'est normal, hein, c'est fait pour. Alors ce qu'on fait en général, c'est que pour toute la nuit, on fait le socle de sel un petit peu plus épais, pour pas que l'eau se retrouve en contact avec la viande. Je vais rincer ça à l'eau froide. Voilà. Donc, ce sel-là, en général, on peut plus en général, on s'en resserre pas. Hein. C'est du sel aussi bien pour le saumon que pour la viande. C'est du sel qui va servir une seule fois. Et puis ensuite, avec un peu de papier absorbant, on va bien sécher notre magret. Et à partir de là, donc soit on va le consommer nous tel quel, en petit apéritif, on va dire en tranches, soit vous allez partir pour le séchage. Alors évidemment pas au bout de 2 heures, hein, il faudra je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour le séchage, on l'aura laissé 48 heures. Hein. Et après on le mettra soit dans du poivre mignonnette, soit dans du piment d'Espelette. Voilà, après vous ferez comme bon vous semble. Voilà, je vais sortir une petite planche à découper. Et on va faire quelques petites découpes sur le dessus. Voilà, donc souvenez-vous là, on avait enlevé une petite tranche. Quand vous voulez découper un produit, donnez-lui un peu de densité, c'est-à-dire plutôt que de le tenir comme ça, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, venez appuyer un tout petit peu. Vous voyez, et vous allez lui donner beaucoup plus de densité. Vous voyez, tac.
Alors ça, je vais vous faire, on va dresser une petite assiette. Pourquoi pas avec le citron confit d'ailleurs, pour donner quelque chose d'assez sympa. Donc du coup, Juliette, tu vas farfouiller là où j'ai pris mes assiettes là-bas en bas, parce que du coup, je les ai toutes utilisées. Et si on avait quelque chose de noir ou un fond avec... Parfait. Allez. Donc ça, après, vous coupez à l'apéritif autant de tranches que vous avez envie. Merci. Alors, je regarde toujours un petit peu. Là, on est chez Villeroy et Boch. Vous avez vu que j'utilise toujours des jolies assiettes. Ça fait un petit moment que vous avez l'habitude de voir les mêmes. Je vous explique, c'est que tout simplement, on n'avait pas renouvelé la collection par manque de temps. J'ai pas eu le temps d'aller au magasin. Je leur fais un petit peu de promo parce qu'ils valent le coup et j'ai la chance d'être accompagné par eux depuis 10 ans maintenant. C'est la société Essor. Ils sont au lac, rue Edmond-Besse, pas très loin de métro. Et c'est vraiment un magasin qui est accessible à vous les particuliers. Hein. C'est pas que pour les pros. On y trouve vraiment de la super vaisselle. Tout ça, c'est vendu à la pièce. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter des services de 12 ou de 24. Il y a des culs de poule, il y a des poêles, il y a des cocottes stop, il y a toujours la dernière vaisselle au goût du jour. Vous y croiserez souvent des chefs là-bas parce que c'est souvent l'endroit où ils vont. Et vous pouvez rentrer chez Essor. Voilà, allez-y de la part de Chef Jésus avec grand plaisir. Vous allez à Anso, il y a toute l'équipe qui va vous recevoir. Et c'est pas réservé qu'aux pros. Voilà, vous pouvez y aller. Par contre, dans le magasin, méfiez-vous, tout est affiché en hors taxe. Vous paierez évidemment la petite TVA de 5,5% ou de 20% qui va avec, puisque n'ayant pas de société, vous n'allez pas la récupérer. On va faire une petite assiette sympa, vous voyez, pour montrer qu'on peut aussi, juste sur une entrée ou un petit apéritif, vous voyez, vous faites des petits, comme des petits roulés par exemple. Et ça, vous le servez avec une petite salade par exemple de carottes à la coriandre ou avec tout simplement une petite salade de pommes de terre dont on parlait tout à l'heure là avec notre citron confit. Vous voyez, finalement, salade de pommes de terre, citron confit. Les petites gousses d'ail confit qui vont bien avec, et on obtiendrait, ma foi, une petite entrée ou un petit plat qui aurait de la gueule. Ou finalement, comme on fait des fois un petit peu, une assiette à mezze. Vous savez, cette habitude d'avoir dans une même assiette tous les petits plats à grignoter et à venir tartiner un petit peu. On va se remettre un petit peu de déco sur l'assiette. Vous voyez que le noir, souvent, que vous trouvez très triste, nous on l'utilise beaucoup en cuisine, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment donner du peps à nos préparations. Et là, je vous montre que souvent vous posez la question du dressage, comment avec deux petits zibouibouis, vous pouvez faire des choses très sympas, et que souvent on se casse la tête pour rien. Là, et puis on va prendre, regardez, petite gousse d'ail, histoire de dire que on va mettre des petites choses autour. On va même faire comme ça si on veut. Tac. Ici, oui, je vais enlever les deux que j'avais mis là. Voilà. Et ça, vous mettez un tout petit peu de pain avec pour le service. Hop. Ici, on est bon. Voilà. Et on va vous donner des petites choses. Allez, ça on peut le mettre là-bas si tu veux, Juliette. Tac. Et on a pas mal de petits trucs. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bien évidemment, on va se laisser encore 5-6 minutes, voilà, le temps de, si vous avez des petites questions à poser. Mais n'hésitez pas, vous voyez, magret séché. Donc là, 2 petites heures, et ça c'est entièrement comestible en apéro. À partir du moment où vous allez le consommer en suivant. Je vous le rappelle, si vous voulez le garder et le sécher, on le laisse beaucoup plus longtemps au frigo. De la même chose avec un filet mignon, vous ferez un petit lomo confit, vous achetez votre filet mignon de porc, pareil, vous le dégraissez bien, vous le nettoyez, vous le mettez au sel 48 heures, et ensuite vous le ferez confire, il viendra un petit peu raide, un petit peu comme un saucisson. C'est le même principe. Enfin, le saucisson, on n'en a pas fait aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de la saucisse qu'on va faire sécher après. Le houmous, que vous pouvez mettre à toutes les sauces et que vous pouvez même mettre tiède, à mettre dans un petit bol.
avec des petits crackers. Remettez des petits, j'ai pas pensé à garder des petits pois chiches, mais remettez quelques petits pois chiches sur le houmous. C'est assez rigolo, ça fait joli comme tout. On vous parle souvent aussi de décaler les choses. Vous voyez, la gousse d'ail, finalement, elle serait beaucoup plus jolie ici qu'en plein milieu. J'ai pas forcément mis mon cercle en plein milieu, il est légèrement décalé. Pensez aussi tout ce qui est asymétrique aujourd'hui, ça marche pas mal du tout. Voilà. Citron confit à mettre en bocal. Pensez à garder vos pots de... Vous voyez, ça, c'est que j'avais acheté à Pont-Aven, j'avais acheté, ça s'appelle des sardines debout. Elles étaient comme ça dessus. Vous pouvez garder le pot, vous mettez dedans. Vos pots à confiture. Pensez aussi à en faire des cadeaux. Vous voyez, à Noël, moi, je m'amuse à préparer plein de pots comme ça. Ça me permet de vider aussi tous les restes, les frigos. Je mets un petit tissu au-dessus, comme les confitures, comme on faisait avant. Et du coup, vous faites des petits cadeaux gourmands. Ça marche très bien. Et surtout, utilisez les huiles, aussi bien pour des vinaigrettes que des mayonnaises, pour vous faire plaisir. Pensez à vos vinaigrettes, moi j'appelle ça les vinaigrettes du soleil, à base de jus d'orange, de jus de clémentine, de jus de mandarine. Faites-nous part de ce que vous avez envie qu'on vous raconte. Et puis je vous dis, moi je m'attache à ce qu'on ait ce rendez-vous digital. On est en train d'étudier pour trouver aussi des financements pour pouvoir continuer toute cette aventure. Alors pas pour les cours en présentiel qui vont reprendre dès le mois prochain. Donc rapprochez-vous de l'ERI, ERI, Espace Rencontre Information, au sein de l'Institut Bergonié ou du service de communication. Vous avez le Facebook aussi pour poser vos questions ou vous inscrire. On a la date, Lisa? J'ai pas la date du prochain cours. On peut peut-être la trouver. Bon, sinon, on va l'afficher sur le Facebook, vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez vous inscrire. Ça va se passer ici à partir de midi. Donc, c'est de midi à 15h ici au 107 rue Pelleport à l'atelier. Il faut passer évidemment par l'ERI pour vous inscrire, vous venez pas comme ça. Je rappelle que ce sont des ateliers qui sont offerts par l'Institut Bergonié, qui néanmoins ne sont pas gratuits, parce que souvent on dit qu'ils sont gratuits. Alors oui, ils sont accessibles sans aucune rémunération pour vous, puisque c'est l'Institut Bergonié qui vous convie à ces ateliers, mais on a la chance d'avoir le groupe Pomona, qui est à Tresse, qui finance tous ces ateliers, et sans eux, tout ça, ça ne pourrait pas exister. Moi aussi, je fais un effort aussi sur le prix auquel je facture ces ateliers pour être aussi faire un geste, mais il y a des gens qui financent tous ces ateliers, c'est important de le rappeler. Et puis le 16, la semaine prochaine, donc à Bergonié, inauguration du chemin de sa personne avec plein de jolies choses. Arnaud Théval et Laura Nucenti et toute l'équipe ont travaillé d'arrache-pied pour mettre un petit peu de peps, de couleurs. On aura peut-être l'occasion de faire un petit buffet aux couleurs de l'arc-en-ciel, on est en train de travailler là-dessus. On se retrouve très bientôt. Pensez autour de vous, Mars bleu, dépistage du cancer colorectal. Allez vous dépister, voilà, c'est important. C'est jamais de gaieté de cœur, mais parce qu'on a toujours un petit peu la trouille des résultats, mais allez-y, c'est important. La recherche a avancé. Je rappelle aussi que vous pouvez soutenir la recherche par plein de biais. Il y a plein d'assauts qui existent. J'ai la chance, moi, d'être parrain d'une asso qui s'appelle Agir Cancer Gironde. Alors, pour les aider, c'est pas compliqué. Regardez, j'en ai plein dans le tiroir. Vous gardez vos bouchons en liège ou en synthétique. Je parle de bouchons de bouteilles de vin. On n'est pas sur les bouchons de bouteilles en plastique. Vous les gardez, vous tapez Agir Cancer Gironde sur Internet. Vous allez voir, il y a une carte interactive où il y a tous les points de collecte. Il y a forcément un point de collecte à côté de chez vous, un Super U, un Inter ou un particulier qui du coup est dépositaire du point de collecte. Les restos aussi gardent les bouchons. Et en fait, cette association les emmène chez un liégeur et les récupère. Donc en plus, c'est quasiment 48 tonnes de bouchons qui sont collectés chaque année. Donc c'est 48 tonnes de déchets en moins. Et chaque année, ils arrivent à récolter entre 18 et 20 000 euros. Et ce chèque, ils le font à Bergonié pour la recherche. Donc vous voyez, rien qu'avec des petits bouchons. Et me dites pas que vous en avez 3-4, c'est pas grave. Même s'il y en a 3-4, et que dans votre Super U, il y a une collecte, vous mettez 3-4. Parce que si à nous tous on en met 3-4, ben ça fait des tonnes de bouchons. Donc voilà aussi comment on peut soutenir la recherche. Vous voyez, on ne demande même pas de faire un chèque. On vous demande de vous débarrasser de vos déchets. Elle est pas belle, la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle Agir Cancer Gironde. Je remercie encore une fois l'Institut. Je vais demander à Lisa une dernière fois s'il y a des questions ou est-ce que vous avez un petit coucou à nous faire pour terminer. Alors il y a Christiane qui nous disait qu'elle avait déjà essayé de faire du citron confit une fois, ouais. Mais sans grand succès. Sans grand succès? Oui. Bah, je sais, peut-être alors vous l'avez trop cuit, peut-être que vous l'avez pas laissé au sel suffisamment longtemps.
Ça peut venir aussi de la qualité de vos citrons. Si on n'a pas voilà, des bons citrons qui sont frais, ça peut aussi se défaire ou s'abîmer. Voilà, il faut persévérer. Voilà. Et la date du prochain atelier, c'est le 12 avril. Alors 12 avril, voilà, pour le prochain atelier. 12 avril à midi, ce sera ici. On touche du bois, si normalement tout va bien. Je pense qu'on remettra les masques. Moi, je ne l'avais pas aujourd'hui pour la vidéo, pour pouvoir être là avec vous de façon plus agréable, mais le reste de l'équipe était masqué aujourd'hui. Et puis je remercie Lisa, qui était à la modération, donc qui nous permet, Lisa qui est en alternance à l'Institut Bergoni au service communication, avec Lucie, avec Gérald Carmona, voilà, avec toutes les équipes. Je remercie aussi Maxence qui commence à avoir un petit peu mal au bras, qui tient la caméra depuis le début. Juliette aussi qui s'y essayait un petit moment, qui sont à l'école hôtelière Vatel. Et puis je vous redis encore l'immense plaisir que j'ai d'être avec vous à chaque fois. Bientôt en vrai ici avec Bibi à l'atelier et aujourd'hui à distance. Voilà, on va finir eh bien juste en regardant les petits plats. Maxence, si tu veux bien parcourir un petit peu tous les plats. Voilà, le temps qu'on se quitte. Les citrons confits avec la badiane et la cannelle. Le petit houmous, voilà, que vous pouvez tiédir avec l'ail confit. La petite vinaigrette ici à droite, petite vinaigrette du soleil avec le jus de clémentine. Et puis on va finir là-bas avec une autre proposition de houmous dressé un petit peu différemment. Vous vous souvenez, avec les 2 cuillères, avec la coriandre et l'huile d'olive. Et puis finalement, le magret séché et son ail confit. Et on se quitte sur ces jolies images. Voilà, je vous dis au 13 avril. Prenez soin de vous et à très bientôt.